Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle matinale. Depuis des mois, l'IA générative est scrutée de très près par beaucoup d'entreprises et pour cause, elle a la capacité de transformer tous les domaines. RH, relations clients, marketing, recherche documentaire, création de code et je pourrais encore en citer de nombreux autres. Certaines entreprises ont déjà franchi le pas et les exemples de réussite apparaissent déjà dans le monde de l'assurance ou de la vente en ligne. Pour les organisations, l'intégration de l'IA permettra de gagner en productivité, mais il leur sera nécessaire, avant de cela, de répondre à quelques questions. Comment intégrer l'IA dans les processus existants? Quels défis éthiques pose l'IA? Je vous rappelle, pour vous, téléspectateurs, que vous pouvez réagir. Donc n'oubliez pas de poser vos questions en direct, nous y répondrons tout au long de la matinale. Et je vous retrouve avec notre premier invité pour la keynote. Bonjour Christophe Vaudable. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes Chief Data Officer au sein du groupe Pierre et Vacances, Center Parcs, donc leader européen du tourisme de proximité. Bon, vous l'avez entendu, ce matin on va parler d'IA générative. C'est un sujet sur lequel vous travaillez. Sur ce point précis notamment, on sait que le tourisme a beaucoup évolué ces dernières années. On sait que des groupes comme le vôtre ou vos camarades de jeu, je dirais, sur le territoire, se sont beaucoup appuyés sur la data ces dernières années. On sait qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, quasiment, c'est la capacité à personnaliser les offres. Comment, justement, l'IA générative peut vous aider à segmenter vos offres et vraiment faire en sorte qu'elles soient personnalisées, bien précises? Alors, vous venez de le dire, effectivement, dans nos secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, on a un enjeu de communication forte vis-à-vis de nos clients, notamment via toutes les approches CRM, qui drive finalement beaucoup de nos communications et beaucoup de notre capacité à valoriser nos offres auprès de nos clients. Et par ce biais-là, donc, on est amené, au fil de l'eau, à segmenter, personnaliser, individualiser le plus possible nos communications vis-à-vis de nos clients pour apporter la valeur qu'ils cherchent quand ils viennent séjourner dans nos parcs ou dans nos résidences. Donc, comment ça se passe concrètement quand on parle de segmentation et de l'impact que l'IA peut avoir dessus? Globalement, ce qu'on s'aperçoit quand on cherche à individualiser, c'est qu'on va créer de plus en plus de segments jusqu'à, idéalement, arriver à individualiser nos communications. Sauf que pour arriver à individualiser des communications sur une base qui compte plusieurs millions de segments, il faut arriver à produire du contenu, le contenu associé. Donc c'est là que l'IA entre en jeu. Ça va nous aider effectivement à produire le contenu qui va parler à vous, qui va parler aux clients auxquels on s'adresse. Donc quand on parle de contenu vraiment spécifique, contenu associé, ça veut dire que pour le jeune actif de 25 ans ou la jeune active de 25 ans, vous n'aurez pas le même contenu que pour la famille de 4 personnes qui a envie de partir en Vendée, par exemple, ou le jeune couple qui veut passer, 3 semaines en Bretagne. Donc, c'est vraiment, l'IA va vous aider vraiment à définir, à proposer du contenu vraiment spécifique pour ces publics. C'est exactement ça. Comme vous disiez, ces différentes populations, finalement, ont des recherches, ont des envies différentes en fonction du moment de leur vie. Et étant donné la combinatoire de nos offres, au sein de nos parcs, au sein de nos résidences, il faut qu'on arrive à leur montrer, finalement, ce qui pourrait être susceptible de le plus les intéresser quand ils viennent séjourner chez nous. D'accord. Donc, de la piscine pour certains, peut-être du temps de repos pour d'autres, peut-être des endroits... Le ski à pas de vélo, l'office du tourisme dans les résidences à proximité, etc. Dans quelle mesure, je le disais dans ma première question, dans quelle mesure, justement, l'IA générative, à plus forte raison, participe à l'accélération de la mutation de votre métier? Alors, quand on parle des métiers de l'hôtellerie, finalement, on parle d'une multitude d'activités. Ceci étant, le dénominateur commun de tout ça, c'est souvent effectivement la relation client, ou en tout cas cette capacité à accueillir nos visiteurs pour qu'ils se sentent bien chez nous. Donc, à quel moment l'IA rentre en jeu là-dedans? On va dire que c'est une technologie qui va être un accélérateur en termes de montée en compétences des collaborateurs.
L'idée, c'est d'arriver à capter les meilleures pratiques des collaborateurs les plus expérimentés en termes d'accueil client, en termes de réponse aux questions, et finalement d'épauler les plus juniors sur ces pratiques-là avec ces outils pour qu'ils acquièrent le plus vite possible les bonnes pratiques. Donc on est vraiment sur un outil qui va accélérer, si vous voulez, la montée en compétences pour avoir un niveau de service qui soit le plus élevé possible. Hmm. Donc on le dit souvent, et il y a eu beaucoup de conférences, de réflexions, de contenu y compris sur ce plateau où les gens sont venus expliquer qu'effectivement l'IA n'allait pas remplacer. Donc vous êtes vraiment dans une logique de compléter, d'apporter presque des outils supplémentaires à vos salariés en fait. Exactement. Euh, notre vision de l'hôtellerie, c'est une hôtellerie premium. Et qui dit hôtellerie premium dit contact humain. On ne croit pas du tout chez Pierre Center Parks au remplacement de l'humain dans nos résidences ou dans nos parcs par une machine. Et donc effectivement, par contre, on croit assez fort que ce type de technologie, comme on disait, va pouvoir faire levier, par contre, sur les bonnes pratiques qui existent déjà au sein du groupe. Hmm. Dans votre monde, dans votre secteur, on parle beaucoup de bots conversationnels hein, qui vont permettre justement et qui permettent déjà aujourd'hui dans de nombreux services de faciliter la prise d'informations et comment dire, la transmission de l'information vis-à-vis du client. Est-ce que vous comptez vous appuyer, si vous ne le faites déjà, sur ce type d'outil? Alors, je dirais que les bots conversationnels, comme vous disiez, c'est un petit peu l'application la plus intuitive hein, qu'on peut trouver sur ces méthodes d'IA générative. Donc, effectivement, on a des essais en cours aujourd'hui où le but du jeu, c'est d'arriver, dans un premier temps, à assister le téléconseiller avec des outils d'IA générative. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir 5, 6, 7 outils à parcourir pour avoir une réponse à la question d'un client, on a un outil centralisé qu'on peut interroger donc, en langage naturel et qui donc peut supporter vraiment le téléconseiller dans son conseil au client. Hmm. Comment est-ce que vous comptez le nourrir justement ce bot? On parle souvent de nourrir le bot, de l'entraîner avec des sets de data particuliers. Aujourd'hui, quelle est la démarche que vous allez prioriser? C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, certaines entreprises vont prendre certaines solutions sur étagère, on en parlera bien sûr pour l'émission, d'autres vont plutôt travailler sur vont prendre des LLM open source, ce qui quand même demande un certain investissement financier. Quelle est l'approche pour laquelle que ce soit pour les bots ou pour d'autres, hein, pour la personnalisation de vos offres, quelle est l'approche pour laquelle vous pensez opter ou vous avez déjà opté peut-être? Si vous voulez, on est sur une approche qui se veut comme résolument pragmatique. Hein. Rappelons-nous de toute l'énergie dépensée dans les data lakes il y a 10 ans pour essayer de pouvoir produire le phénomène. Donc l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, pour les produits qui existent déjà, notamment, c'est vrai, d'assistance aux téléconseillers et de bots conversationnels, on a beaucoup de produits sur l'étagère et là, assez probablement, que la solution sera de se diriger vers ces offres qui sont maintenant matures. Oui, parce que le machine learning et le deep learning permettaient déjà de faire un certain nombre de choses. Hein. Avec un aspect quand même plutôt déceptif par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais néanmoins, effectivement, maintenant, on a des produits commerciaux qui arrivent à passer à l'échelle sans problème. Donc, ça nous semble tout à fait logique de continuer à travailler avec ces partenaires-là pour pouvoir utiliser ces technos via leurs produits. Par contre, effectivement, quand on parle plus de personnalisation, de segmentation, là, on est probablement sur un secteur où on aura plus de mal à trouver ce qui nous correspond vraiment en produits sur étagère et on passera plutôt par du développement personnel. Oui, ce qui va constituer quand même, ce qui va demander un effort. Et quand on parle de développement personnel, on parle aussi de compétences. C'est quelque chose d'important. Vous avez, je pense, des data scientists à portée de main, peut-être dans votre équipe, peut-être parmi vos fournisseurs. Ça veut dire que vous allez peut-être en chercher d'autres, puisque ça signifie quand même qu'il faut avoir des compétences particulières. Parce que quand on développe un LLM, par exemple, c'est pas exactement la même chose que de développer un logiciel classique ou un outil à usage interne. Exactement. Donc la guerre des talents, effectivement, hein, dont on parle très souvent, elle va se poursuivre, tout simplement. Ouais. Elle va se poursuivre avec des profils de type data ingénieur, hein, qui sont une ressource rare sur le marché, avec des profils de type data scientist, effectivement, qu'il va falloir à la fois former, mais également recruter de l'extérieur. Donc, effectivement, on va avoir probablement une sorte d'inflation sur ces deux types de profils pour passer l'échelle sur les problématiques d'IA générative. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de besoins, parce qu'une entreprise comme la vôtre qui a besoin encore de ces profils, on imagine que même vos camarades de jeu, vous allez retrouver encore un peu de tension. Donc la guerre n'est pas finie. On abordera également pendant cette émission des questions liées à l'éthique. Voilà, donc on a une IA générative qui peut faire beaucoup de choses, elle a accès à énormément de données. Comment est-ce que vous comptez justement construire une approche éthique dans votre usage de l'IA? Alors, je pense que ce qu'il faut bien qu'on garde en tête de toute manière, c'est que ces modèles d'IA générative ou machine learning plus classiques, c'est finalement des caisses de résonance de ce qu'on y met dedans.
Donc la première mesure d'hygiène, je dirais, c'est le contrôle de ces sources et le contrôle effectivement des données qu'on utilise pour entraîner les modèles en question. Euh, alors, dit comme ça semble tomber sous le sens. Maintenant, évidemment, l'exercice est beaucoup plus compliqué quand on parle de travailler avec des énormes volumes de données qu'il faut arriver à trier plus ou moins automatiquement, justement pour éviter les dérapages de ce point de vue-là. Donc ça, je dirais que c'est la partie intuitive de la réponse. Maintenant, il y a un second volet qui l'est un petit peu moins, qui est d'arriver à envisager un petit peu les effets de bord que pourraient créer ces technologies-là, à la fois sur l'organisation interne, mais également sur une potentielle utilisation externe. Et donc là, on va commencer à se poser des problématiques sur des éventuelles destructions de postes ou destruction de compétences en interne quand on utilise ce type de techno. Et puis en externe sur un potentiel dévoiement qu'il pourrait y avoir si l'outil était rendu public. Donc vous voyez, ça, je dirais que c'est un petit peu l'aspect qui est un petit peu moins scruté, probablement, parce que plus compliqué, c'est qu'il faut envisager les éventuels dérapages qu'il pourrait y avoir avec ce type de technologie. Mais pour moi, on est en plein justement dans les questions d'éthique. Ouais, c'est dur de se projeter, justement. Aujourd'hui, on sait que les erreurs les plus communément pratiquées, entre guillemets, sont lorsqu'on utilise un outil public, eh bien, on prend des données sensibles, on les met sur un cloud public, donc du coup, elles sont partagées avec la moitié de la Terre. Est-ce que vous imaginez, par exemple, dans votre réflexion, mettre en place une espèce de charte et de gouvernance? C'est ce qu'on voit, hein, ce qui se profile dans d'autres organisations. Est-ce que vous avez cela en tête, justement, pour éviter les dérapages, les effets de bord que vous mentionniez à l'instant? Ah, c'est un passage obligatoire, effectivement, pour les aspects sécurité, pour les aspects éthiques et légaux, pour les aspects financiers également, parce on est sur des choses qui coûtent un petit peu cher. Donc, la mise en place de ces instances de gouvernance et de ces instances de pilotage qui, par ailleurs, sont complètement pluridisciplinaires, on ne parle pas simplement d'une problématique data, ça va être un prochain enjeu, effectivement, pour déployer à l'échelle ce type de technologie. Hmm. On parle également beaucoup de la question de la responsabilité en matière d'IA. On imagine souvent, en tout cas dans les premières choses que j'ai pu consulter, que ce soit dans des études ou dans des retours d'expérience, qu'aujourd'hui, les entreprises vont commencer à regarder qui peut être responsable, pas forcément des erreurs, mais en tout cas qui est un responsable, un référent en matière d'IA. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez également, qui puisse... voilà, je ne parle pas de digital champion ou d'AI champion par métier, mais vraiment quelqu'un qui puisse être vraiment le responsable, le référent de l'IA et qui puisse justement superviser cela. Est-ce que c'est un rôle qui vous incombera demain, ou est-ce que vous imaginez peut-être, ou votre direction imagine qu'il faut un poste et il faut un collègue supplémentaire pour cela? Alors, ça rejoint un petit peu le point de la gouvernance quelque part, hein. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont extrêmement nouveaux. Donc, on a évidemment des personnes qui sont responsables de la compliance, des personnes qui sont responsables de la RGPD. Et donc, c'est des dimensions qu'il faut inclure effectivement dans la gouvernance qu'il faudra mettre en place. Aujourd'hui, on n'a pas une réponse toute faite sur ces questions. Ça va être beaucoup d'essais-erreurs. Donc, il est assez naturel que probablement que le CDO endosse cette responsabilité-là en première instance, et puis qu'au fur et à mesure où le sujet devient de plus en plus mature, finalement, ça devienne un sujet vraiment de spécialiste. J'aimerais qu'on redise quelques mots sur la qualité. Vous l'avez abordé tout à l'heure. La qualité aujourd'hui est absolument primordiale. Comment est-ce que vous avez travaillé de votre côté justement sur la qualité des données? Vous l'avez dit, hein, il y a eu les data lakes, donc c'était déjà un sujet que vous aviez abordé. Mais comment est-ce que vous avez abordé cette qualité des données pour faire en sorte que justement vous disposiez de sets de données propres qui puissent servir de référence pour vos ambitions en matière d'IA générative? Alors, si vous voulez, en matière de qualité de données, je distinguerais vraiment deux types de données. Vous l'avez dit, les données de référence, qui sont des données qui ont vocation à être diffusées à l'échelle du groupe, à l'échelle de l'entreprise, et donc il faut vraiment mettre sous cloche, parce qu'elles ont une valeur importante, que ce soit pour le client ou pour l'organisation. Et puis, par contre, effectivement, on a des données beaucoup plus volumineuses qui ont lieu notamment aux transactions ou aux différents achats qui ont pu être faits par les clients, où là, on a tout un tas de méthodes automatisées d'observabilité maintenant qui permettent effectivement de garantir qu'on a des grands volumes de données qui sont suffisamment qualitatifs à l'aide d'indicateurs qu'on aura préalablement définis. Donc, vous voyez, on va mixer un petit peu ces deux approches, une approche un petit peu plus artisanale, d'orfèvrerie, je dirais, que la donnée est vraiment de référence, et puis une supervision beaucoup plus automatisée sur la donnée dite transactionnelle. Et ça, ce travail, je suppose que vous allez peut-être l'accélérer à l'approche de déploiement d'un POC, par exemple, ou est-ce que finalement, c'est une démarche qui aujourd'hui correspond à ce que vous projetez de réaliser dans les prochains mois? C'est une démarche qui est en cours. De toute façon, le sujet n'est pas né avec l'IA générative. Oui. Mais c'est une démarche qui va être forcément amplifiée parce que vous savez ce que c'est, hein, on est mauvais en data, on sera mauvais en IA demain. Donc la qualité de nos productions futures en matière d'IA générative sera de toute façon entièrement dépendante de la qualité de la data qu'on aura dans nos systèmes. Une toute dernière question, Christophe, sur
le parcours client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là, au début de cette émission, en tout début d'interview, on a parlé bien sûr des données autour du client. Quel effet et quels impacts l'IA aura sur le parcours des clients, qui aujourd'hui, on le sait, utilise une tablette, un smartphone, regarde ses vacances un peu partout, regarde parfois, prend un billet d'avion et se demande où il va aller, enfin, où il va se déplacer, ainsi de suite. Donc, il y a plein de connexions qui sont possibles. Comment est-ce que l'IA, pour des groupes comme le vôtre, envisage de retravailler, comment vous envisagez avec l'IA plutôt, c'est pas l'IA qui envisage pour vous, pas encore, mais comment est-ce que vous envisagez de retravailler avec l'IA l'ensemble de l'expérience client et l'ensemble du parcours client? Alors, en ce qui nous concerne, sur la partie effectivement expérience client digitale, principalement, parce qu'on est très centralisé pour l'instant sur ce segment-là, on est dans une démarche effectivement de personnalisation ou d'hyper-personnalisation du parcours client. Donc, le but du jeu, là, dans les mois ou les années à venir, ça va être d'avoir un parcours qui finalement sera le vôtre, qui ne sera pas le parcours du voisin ou de votre copain. Ce sera vraiment votre parcours et on vous parlera à vous des offres qui peuvent vous plaire grâce justement à ces méthodes de création de contenu automatique et de connaissance client. Et peut-être même en fonction des séjours où je suis déjà allé, des régions que j'ai déjà visitées. Exactement, avec vos données historiques, on pourra effectivement vous proposer des choses qui, on le saura, vous auront plu par le passé. On va rentrer dans, si ce n'est déjà fait, dans vraiment l'ère du voyage à la carte. Merci beaucoup Christophe pour cette introduction vraiment intéressante. Restez avec nous. Pour la suite, je vous propose un court reportage sur l'IA dans le monde de la santé. C'est un documentaire proposé par Alessandro Sciolek. Alors, il faut parler plutôt d'impact au pluriel. C'est sur toute la chaîne médicale, en fait, à la fois dans la prévention. L'IA générative peut être aussi un outil de prévention, peut être aussi un outil de diagnostic, à l'image de ce qu'est en train de faire Allodoc en ce moment. Et puis, en amont, ça peut être aussi un outil de détection de maladies et aussi un outil qui va servir à créer de nouvelles molécules. Donc la synthèse moléculaire, aujourd'hui on voit arriver les premières solutions, notamment chez Google, chez DeepMind, des outils qui aident à la synthèse moléculaire et la détection de nouvelles molécules qui vont être efficaces sur telle ou telle pathologie. L'IA générative amène évidemment des risques d'un point de vue de la sécurité, puisque on se retrouve face à un objet que nous, les professionnels de sécurité, on ne connaissait pas bien. Notamment, on a trois sujets qui nous préoccupent particulièrement. Le premier sujet, ça va être est-ce que les IA génératives nous donnent une information qui est juste, qui est fiable, qui est vérifiable. Et évidemment, je pense au phénomène d'hallucination qu'on peut voir. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. Le deuxième sujet, c'est un sujet de confidentialité des données. Quand on interagit avec une IA générative, on lui transmet des données. Donc ça peut avoir des impacts, notamment si ces données sont réutilisées dans les modèles d'apprentissage des LLM, ou tout simplement si l'entreprise qui met en œuvre le chatbot ou l'utilisation du modèle d'IA générative, si lui-même il avait une fuite de données, on pourrait se retrouver avec des pertes de confidentialité. Et enfin, on a un sujet qui est un peu plus subtil et qui est autour de les réponses que me donne une IA générative. Est-ce que j'ai un problème légal? D'où est-ce qu'elles viennent? Comment est-ce qu'elles ont été conçues? Est-ce qu'elles sont peut-être sujettes à des copyrights ou à des problèmes d'information? Et du coup, c'est vrai qu'on a une responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer qu'on traite une information qu'on a le droit d'utiliser, qu'on a le droit de réutiliser et qui va être fiable. En France, on est les champions du millefeuille réglementaire, d'une manière générale, mais dans le numérique aussi. On a RGPD, parfois ça peut être un frein sur l'innovation, oui, clairement, sur des petites structures, c'est-à-dire que vous avez des gens sur une start-up qui peuvent s'épuiser à maintenir la conformité, le respect des règles, et ce temps passé dans la start-up pour faire ça, il n'est pas passé pour faire autre chose. Typiquement, ça peut se comptabiliser aussi comme ça. Pour moi, l'IA
l'IA générative va permettre justement d'améliorer et de gagner dans toutes les tâches qui sont un peu répétitives dans la santé. Donc notamment les diagnostics pré-diagnostiquer, aider le médecin à pouvoir traiter entre guillemets plus de patients de façon peut-être plus humaine aussi, et notamment répondre aux problématiques du nombre de médecins, des déserts médicaux, etc. Et tout de suite, nous retrouvons notre premier expert. Alors, nous venons d'être rejoints par Laurent Daudet. Laurent, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, Laurent, vous êtes PDG et cofondateur de Lighton, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle. Oui, exactement, et plus précisément dans cette technologie des grands modèles de langage, les LLM comme on dit. Donc on a deux activités vraiment à Lighton. La première, c'est de créer certains de ces LLM parmi les plus puissants du monde. On a créé 12 LLM entre 1 et 180 milliards de paramètres, donc vraiment à la pointe de la technologie, c'est ce qui se fait. La deuxième, c'est de mettre en place une plateforme qu'on appelle Paradigme, qui gère tout le cycle de vie des LLM en entreprise, ça peut être pour le déploiement, pour l'utilisation, pour l'aide au prompt, pour le fine-tuning, et finalement, c'est tout l'environnement qui permet aux chief data officers, typiquement, de passer plus de temps à créer de la valeur pour les business units et moins à réinventer la roue sur certaines briques technologiques qu'on leur apporte sur l'étagère. Ça vous parle, Christophe, hein? Ça me parle complètement, hein, ça rejoint complètement le propos qu'on a eu tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes quand on en a en face de nous, plutôt que d'essayer de réinventer la roue toutes les fois et finalement, comme vous disiez, perdre du temps en termes de création de valeur pour la société. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, j'aimerais vous entendre, Laurent, sur ce qu'on a écouté à l'instant. Donc, on était plutôt là, le sujet proposé par Alessandro Ciolet, qui était plutôt sur l'IA et la santé. Ça veut dire que même s'il y a des premières expérimentations, mais on peut s'attendre à voir des technologies comme les vôtres. C'est peut-être même déjà le cas, on l'ignore encore, hein, mais technologies comme les vôtres ou les LLM que vous proposez dans un monde comme la santé, en répondant aux défis spécifiques du monde de la santé. Oui, tout à fait. Moi, un peu la vision qu'on a à Lighton, c'est que il ne va pas y avoir un LLM qui sera généraliste et qui résoudra tous les problèmes. On va se spécialiser dans des verticales particulières, dans des usages particuliers. Sur la santé, on a fait des annonces avant-hier avec DocaPost, une offre qu'on lance. Donc vous êtes partenaire de DocaPost. Nous fournissons la technologie LLM de cette offre DocaPost, en fait. Donc c'est vraiment un partenariat avec Aleia, DocaPost et Lighton sur une technologie outscale qui offre toutes les garanties de souveraineté que les hôpitaux en particulier peuvent pouvoir utiliser dans le domaine médical. Donc on commence déjà à répondre à ce type de demande. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Laurent, ce que sont les LLM dont vous aviez commencé à parler il y a quelques minutes? On n'a pas beaucoup de temps, mais pour ceux qui sont derrière leurs écrans et qui ont encore quelques difficultés avec le concept, on va peut-être leur proposer une définition. Alors, ouais, c'est pas évident, effectivement, quelques secondes. Les LLM, c'est cette nouvelle technologie de méga modèles d'IA qui ont été entraînés sur des corpus absolument colossaux. Il faut des super ordinateurs, ou nous on a entraîné aussi sur des hyperscalers chez Amazon, en l'occurrence. Donc ça demande un énorme entraînement, mais c'est des modèles de prédiction de texte qui arrivent à être génératifs, qui arrivent à générer du texte. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire l'IA a toujours analysé les immenses quantités de texte, mais le côté génératif, générer du texte de qualité aussi bonne que ce que peut faire l'humain dans un grand type une grande variété de cas d'usage, ça, c'est vraiment nouveau. C'est l'IA qui sait faire des tâches sur lesquelles elle n'a pas été explicitement entraînée aussi. C'est absolument phénoménal. Donc, voilà, les LLM, c'est cette nouvelle révolution qui permet finalement, pour les entreprises, d'automatiser ou d'offrir de l'aide à toutes les tâches où on a du texte en entrée, du texte en sortie. Tout ça, finalement, peut être assisté par l'IA. Aujourd'hui, les entreprises peuvent choisir deux modèles. Elles ont le choix entre des modèles, on va dire, propriétaires, pour faire beaucoup plus simple, où certains parlent de modèles fermés, ou des modèles open source. Qu'est-ce qui différencie les deux approches et comment, justement, des groupes comme ceux de Christophe peuvent choisir entre les deux? Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a ces deux extrêmes et tous les choix peuvent être légitimes. Il peut y avoir des entreprises qui vont sur des modèles, typiquement les modèles d'OpenAI, qui sont des modèles fermés, sur lesquels on ne sait pas ce qu'il y a. OpenAI, Bard. Voilà, Bard, etc. On ne sait pas ce qu'il y a sous le capot, mais c'est extrêmement efficace. Par contre, on est dépendant technologiquement.
OpenAI ne peut être déployé que sur Microsoft Azure, etc. Donc, on est très dépendant technologiquement, d'un point de vue économique, et finalement, on transfère une partie de son savoir-faire à cet acteur-là. L'extrême opposé, c'est de tout internaliser, prendre des modèles open source, mais ça demande, comme il a été dit, beaucoup de talents, beaucoup de compétences dans le contexte de guerre des talents qu'on a en ce moment. Ça bouge toutes les semaines, tous les jours, même littéralement, on voit arriver des nouveaux modèles, des nouvelles technologies. Voilà, nous, on essaie un peu de se situer à l'intermédiaire en disant, on se base sur l'open source, le cœur technologique est open source. Vous pouvez regarder comment sont construits nos modèles, on vous explique qu'est-ce qu'il y a dans notre base d'entraînement. Et notre conviction profonde, c'est que c'est par là que passe la confiance que les utilisateurs vont avoir dans le type de modèle qu'ils vont utiliser. Mais après, on peut vous aider sur effectivement tout l'ensemble des briques techno tout autour. Oui, donc vous, finalement, la voie que vous proposez, c'est une troisième voie. Hein. C'est pas forcément de choisir entre les deux, mais de prendre des briques de ce qu'il y a de meilleur dans l'un et dans l'autre, grâce à votre plateforme. Et d'aller dans la personnalisation. C'est-à-dire, le LLM va s'adapter. Pareil, ça vous parle encore. S'adapter à vos cas d'usage, va s'adapter à vos données et va s'adapter à votre infrastructure, c'est-à-dire à votre gouvernance des données. On va installer notre plateforme Paradigme avec les LLM sur l'infrastructure de nos entreprises clientes. Du coup, ils ont totalement confiance, il n'y a pas de problème de fuite de données, etc. Tout ça est totalement géré à la base, puisqu'on est installé sur l'infra de nos clients. Christophe, la réflexion qui est la vôtre aujourd'hui, à la lumière de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pariez plutôt, encore une fois, vous êtes dans un stade de réflexion avancé, je dirais, mais est-ce que vous pariez plutôt sur des solutions sur étagère, ou est-ce que vous vous dites que l'open source, ça peut être une brique intéressante pour ce que vous projetez? Je pense qu'il ne faut se fermer aucune porte sur le sujet. On est encore au tout début de l'histoire. Donc finalement, la stratégie d'IA générative, la stratégie d'investissement d'un groupe comme le nôtre doit se construire étape par étape. Pour ça, je pense que, pour aller très très vite, les modèles propriétaires sont bien pour commencer à exploiter un petit peu les possibilités de l'outil. Et puis, une fois qu'on est beaucoup plus au clair sur le périmètre finalement sur lequel on veut jouer, et commencer à se doter de compétences en interne ou commencer à travailler sur des modèles open source fait beaucoup de sens. Je vous rejoins totalement. C'est-à-dire les clients qui viennent nous voir nous disent « J'ai joué avec ChatGPT, c'est super, ça me donne de très bons résultats. » Parce que sur ce type de données, je ne peux pas utiliser ChatGPT parce qu'il y a le problème de fuite de données. Voilà, je voudrais une autre solution qui soit plus internalisée. Donc c'est exactement, je pense de telle manière que les grands groupes sont tous multi-cloud, ils vont être multi-LLM, il va y avoir du propriétaire, du totalement open source et puis des intermédiaires aussi qui seront spécialisés sur des cas d'usage, sur des types de données. En fonction du type de souveraineté qu'on veut garder sur tel type de données ou tel type de cas d'usage, on aura tel ou tel provider. Alors, de cas d'usage et de souveraineté, on va en reparler. Mais avant cela, je vous remercie, Christophe, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes Chief Data Officer au sein du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Laurent, quels sont les premiers cas d'usage justement que vous observez sur le terrain? On a parlé de tourisme de proximité ce matin. Quels sont les autres cas d'usage que vous voyez apparaître? Alors effectivement, le tourisme de proximité, d'une manière plus générale, c'est tout ce qui est aide au marketing, c'est-à-dire des sites de e-commerce qui veulent rédiger des fiches produits qui soient plus personnalisées, qui dépendent des formats, des types de clients, etc. Ça, c'est un cas d'usage qu'on voit. Le gros cas d'usage qui est en train de se développer en ce moment, c'est les systèmes qu'on appelle des chatbots sur un ensemble documentaire. C'est-à-dire pouvoir aider typiquement, alors ça peut être pour le support client par exemple, mais ça peut être aussi pour les services RH, pour les services juridiques, pour les services de R&D, etc. On a une base documentaire et on va pouvoir interagir avec elle. On va avoir un assistant, une sorte de documentaliste automatisé qui va nous aider. On peut lui poser des questions en langage naturel et puis il nous répond en langage naturel. Il cite ses sources aussi. Il dit j'ai été chercher dans tel document, paragraphe 17, tel et tel. Les sources, c'est l'un des vrais sujets qui est très important. Voilà, savoir d'où viennent les informations. Exactement, savoir d'où viennent les informations. On parle toujours du phénomène d'hallucination, mais l'hallucination, ça vient du fait qu'on n'a pas assez bien prompté le modèle ou on n'a pas assez mis les bons documents dans la base d'apprentissage. Vous avez parlé il y a quelques instants, Laurent, d'un mot-clé important qui est celui de la souveraineté. Aujourd'hui, on sait qu'une grosse partie des modèles sur lesquels les entreprises vont s'appuyer sont des modèles américains, pour le dire simplement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette souveraineté, comment est-ce que des entreprises comme la vôtre peuvent aider les entreprises utilisatrices à vraiment l'intégrer et à la vivre au quotidien?
Vous avez raison. Alors le mot souveraineté peut recouvrir beaucoup de sens différents. Ça peut être la souveraineté. Et beaucoup de vérités différentes Beaucoup aussi. de vérités différentes aussi. Ça peut être la souveraineté sur les données, et effectivement que les données restent en interne, mais plus que les données, c'est aussi le savoir-faire. On a vu des fuites de savoir-faire vraiment parce que des entreprises avaient utilisé GPT-3 et après, bing, ça s'est retrouvé, tout leur savoir-faire s'est retrouvé dans ChatGPT parce que ChatGPT s'est nourri de tous les usages qui ont été faits. Et c'est aussi une souveraineté technologique, c'est-à-dire maîtriser cette technologie qui est en train de révolutionner totalement tous les processus métiers. Donc c'est important de ne pas avoir des boîtes noires sur certains types de cas d'usage. Et puis oui, je pense que c'est important pour des pays comme la France, où il y a énormément de talents et énormément d'initiatives, de continuer à maîtriser cette technologie, qu'on ne soit pas en dépendance même culturelle des États-Unis, de la Chine et d'autres pays qui avancent à grande vitesse. Et je pense qu'on a des cartes à jouer. Très sérieuse carte à jouer. En parlant de carte à jouer, allez, une dernière question. Vous avez proposé une bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot très rapidement avant qu'on accueille notre prochain expert? Alors effectivement, j'ai eu la grande chance de rencontrer un dessinateur extraordinaire qui s'appelle Apoupen, et on vient de sortir un roman graphique qui s'appelle Dream Machine aux éditions Flammarion et qui explique tout sur les LLM. C'est à la fois son potentiel incroyable, cette nouvelle technologie, mais aussi des enjeux éthiques, des enjeux de responsabilité pour l'utiliser au bien de tous finalement. Restez avec nous, Laurent. On va accueillir notre prochain expert. Et justement, j'aimerais bien vous entendre sur ces questions d'éthique. Et notre prochain expert arrive. Alors, nous allons parler éthique avec notre nouvelle invitée. Nous sommes avec Léa El Samarji. Léa, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pas dit docteur avant. Est-ce que c'est une erreur? Non, il n'y a pas de souci du tout. Bon, je précise quand même, hein, vous êtes docteur, vous êtes Global Data AI Sales and Service Innovation Lead chez Avanade, une entreprise spécialisée dans l'intégration des solutions Microsoft et particulièrement en pointe sur tout ce qui tourne autour de l'IA, de l'IA du manière générale et l'IA générative que vous connaissez bien. Vous êtes également, est-ce que vous pouvez nous parler également de l'association dans laquelle vous êtes présidente, il me semble? Oui, c'est ça. Je gère aujourd'hui l'association Women in AI en France. Donc, c'est une association qui a vraiment comme but d'encourager plus de femmes d'aller dans le domaine technologique et surtout le domaine de l'IA, là où on manque beaucoup. Aujourd'hui, on est à 85% d'hommes dans ce domaine-là. Ce que vous allez voir dans le cours de la discussion, ce n'est pas suffisant pour développer une IA éthique par la suite. Oui, parce qu'il faut de la diversité. Exactement. Et on en parlera. Léa, qu'est-ce qu'un usage éthique de l'IA aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, un usage éthique de l'IA, il doit en fait se baser sur des principes fondamentaux tels que la transparence, tels que le respect des droits de l'homme, ceci implique du coup la non-discrimination, la non-violence vis-à-vis des individus. Ça inclut aussi en fait le respect en fait de l'environnement. Donc tout ce qui est gérer en fait, mieux maîtriser la consommation d'énergie suite au développement des IA. Et dans certains cas aussi, et moi j'encourage aussi beaucoup les entreprises à le faire, inclure la culture de l'entreprise, qui sont vraiment les valeurs, la raison d'être de l'entreprise dans le développement et l'usage de cette IA éthique. Est-ce qu'on retrouve est-ce que vous partagez ce qui vient d'être présenté, Laurent? Totalement. Effectivement, nous, on plaide vraiment pour centrer les respects éthiques sur le déploiement de ces modèles-là. Il ne s'agit pas de dire il y a une IA elle-même, le LLM, il est ni éthique ni biaisé, etc. Le LLM, c'est juste une technologie. Par contre, c'est le déploiement. Quand on va le déployer sur un cas d'usage, imaginons pour un système de ressources humaines, évidemment qu'il faut garantir qu'il n'y aura pas de discrimination et que ça obéira à tous les grands principes qui ont été édictés par Léa. Quelles mesures les entreprises peuvent-elles prendre justement pour poser un cadre très concret d'usage éthique? Alors, c'est une très bonne question. Peut-être permettez-moi, avant de répondre à cette question, d'expliquer un peu en fait, pourquoi on s'intéresse clairement aujourd'hui. L'IA, en fait, se base principalement sur des données existantes, sur des datas existantes. Donc,
dans sa conception, il faut qu'elle apprenne sur le passé pour prédire le futur, soit des actions, soit donner des réponses. Et qui dit du coup données passées, dit biais existants dans ces données-là. Donc aujourd'hui, si on n'en fait rien, cette IA, en fait, elle va accentuer les biais existantes et les reproduire, chose qu'on veut absolument éviter. Donc aujourd'hui, en fait, il y a des mesures que chaque entreprise peut mettre en place, tout en commençant par bien définir une politique en fait éthique, politique d'IA éthique. Celle-ci, du coup, doit bien évidemment inclure, si on se situe en Europe, donc ça facilite la tâche. Donc toutes les guidelines en fait de l'Union européenne, de la Commission européenne, l'UNESCO. Et ensuite, comme j'ai dit, en fait, la culture de l'entreprise. Donc, la raison d'être de cette entreprise, les valeurs, il faut qu'elles soient incluses dans cette politique d'IA. Maintenant, une deuxième mesure, mais vraiment complémentaire, il faut absolument les trois mesures-là, la formation. Aujourd'hui, il faut qu'on crée de l'awareness vraiment au niveau de tous les employés, pas que dans les IT units, vraiment les business units, ils sont très concernés parce qu'une solution n'est jamais développée dans un coin au service IT. Oui. Elle l'est au service d'un métier et d'un... Voilà, donc en fait, il y a les deux units qui sont ensemble pour développer cette solution. C'est important que tout le monde soit aware en fait, des challenges et des risques qui peuvent venir avec cette IA, si on veut vraiment développer at scale d'une manière sécurisée, safe et éthique. Troisième mesure, je noterais, donc ça c'est assez récent, il y en a pas beaucoup dans le marché, mais il y en a quand même. Il y a des outils aujourd'hui qui sont en train d'être développés, certains sont déjà là, comme celui qu'on a développé chez Havana, la AI Control Tower. C'est des outils en fait qu'on peut mettre en place au niveau de l'entreprise, au niveau global, mais qui peut du coup aussi être servi à l'ensemble des groupes et des équipes qui souhaitent développer un use case d'IA. Cet outil-là, en fait, ils vont accompagner le développement. C'est-à-dire que les équipes, ils peuvent discuter, en fait, avec cet outil-là pour poser des questions sur, OK, je veux mettre en place le use case tel. L'outil, il va interroger, en fait, OK, quelle variable vous allez utiliser, sur quelles données vous allez vous baser, quel langage, en fait, vous allez utiliser pour développer, en fait, ces modèles-là. Parce que certains langages, selon le use case, peuvent consommer plus d'énergie que d'autres. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. C'est une solution qui est agnostique. Par exemple, elle va fonctionner sur les outils Microsoft, bien sûr, mais pour des entreprises et pour des solutions comme celle comme Lighton, par exemple, qui propose des LLM qui s'appuient notamment sur des solutions comme celle de Microsoft, votre tour de contrôle, entre guillemets, va fonctionner. Elle peut se plugger, en fait, elle est pas vraiment... elle vient pas, en fait, en complément d'une autre solution sur place. Elle peut se plugger sur n'importe quel système. On l'interroge comme une application, en fait, finalement. Et d'ailleurs, il y a de la Gen AI dedans, donc justement pour faciliter en fait ce chat entre les utilisateurs et ces guidelines et cette culture qui a été vraiment instaurée dans cet outil-là. Donc oui, elle peut entièrement être utilisée de manière diagnostique. Elle peut s'installer sur un cloud, Microsoft ou autre d'ailleurs. C'est pas qu'on est très partenaire avec Microsoft, mais bien évidemment, elle peut s'installer vraiment sur n'importe quelle infrastructure, n'importe quel cloud aujourd'hui que vous avez. Donc, clairement, ces trois mesures-là, ils sont complémentaires. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire, je ne peux pas venir et dire utiliser cet outil sans créer de l'awareness et dire pourquoi, en fait, c'est important. Donc, la formation, je reviens là-dessus, c'est très, très important. Vous menez encore un travail important, Laurent, dessus. C'est vrai qu'on parle on parle depuis novembre 2022, beaucoup d'IA. Les dirigeants sont de plus en plus sensibilisés. On en parlera juste après avec vous, Léa. Est-ce que vous avez encore des clients ou des clients potentiels qui sont inquiets, qui vous disent, voilà, moi j'ai peur pour mes données, je sais que je dois aller sur l'IA, je sais que des outils comme le vôtre peuvent m'aider à créer des cas d'usage bien spécifiques, mais est-ce qu'il y a encore vraiment la nécessité de convaincre aujourd'hui ? Alors, nous, on travaille sur cette technologie depuis 2020 et c'est vrai que maintenant, au moins, depuis ChatGPT, depuis décembre dernier, tout le monde est convaincu qu'il faut y aller. Ça, au moins, la nécessité de convaincre sur il faut faire du GenAI, il faut avoir une technologie, ça va changer nos métiers, ça va changer tous les métiers. Donc, tout le monde est convaincu
d'y aller. Ça, c'est vrai, oui. Maintenant, et ça, c'est nouveau, et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, effectivement, les gens ont raison de se poser des questions. Les gens ont raison de se poser des questions sur les données, sur la fiabilité, sur les questions éthiques, les questions environnementales, toutes les questions que pose Léa. Et je vous rejoins totalement sur la nécessité d'éduquer les gens. Oui. Et alors, on a cette chance maintenant, c'est une IA qui s'utilise en langage naturel. Donc, il n'y a plus besoin d'être expert en Python ou en en langage informatique. Maintenant, tout le monde peut jouer avec. Et alors, c'est à la fois, je pense qu'on vit un moment singulier dans l'histoire, quand même, dans l'histoire de l'IA, où ça y est, bing, tout le monde peut utiliser ce type de technologie, mais doit en comprendre les limites, et doit en comprendre les usages qui sont à la fois positifs, mais aussi, il faut faire attention à bien comprendre ce que ça ne fait pas et ce que ça pourrait faire de façon néfaste aussi. Alors, on va parler des dirigeants avec vous, Léa, mais avant cela, je remercie Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Thomas. Merci. Léa, on parlait des dirigeants il y a quelques instants. Quel rôle doivent-ils jouer justement dans l'établissement de ce cadre et est-ce qu'ils doivent attendre la publication d'une loi cadre, d'une loi européenne, parce qu'on parlait de 2024, mais en fait, ce sera plutôt 2026. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, le rôle des dirigeants, c'est ultra important. Aujourd'hui, on voit de plus en plus en fait d'arrivées de postes de Chief AI Officer dans les entreprises. Avant, on avait beaucoup de Chief. Enfin, il y en a beaucoup, et heureusement, de Chief Data Officer. Mais vraiment, cette notion de Chief AI Officer, elle va venir en fait un peu compléter et jouer le rôle de non seulement en fait quelqu'un qui va venir s'assurer qu'on est en train de développer des cas d'usage qui ont de la valeur pour le métier, pour les utilisateurs et pour nos employés, pour plus d'efficacité et de productivité, mais s'assurer qu'on est en train en fait de développer une IA éthique, responsable, safe, secure. Donc aujourd'hui, les dirigeants sont responsables. Oui, pour vous, c'est eux les responsables. Ce sont eux. C'est plus le Chief Data Officer, c'est pas le Chief AI Officer. Vous en avez un, par exemple, chez Havana, depuis peu de temps. Oui, depuis peu de temps. On a vraiment... c'est le CTO, Florent, qui est devenu Chief AI Officer. On est vraiment conscient de cette notion de... dans AI Officer, il y a Officer quand même. Donc, il n'y a pas que, en fait, mettre en place des use cases, mais il faut contrôler... aujourd'hui, tous les responsables, à tous les niveaux, les responsables d'équipe, du programme, business, etc., ils sont responsables de cette IA parce que le développement ne fait pas, encore une fois, au niveau exécutif. Finalement, c'est vraiment au niveau de toutes les équipes. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'agir maintenant et ne pas attendre une certaine acte, AI Act ou loi aujourd'hui, en fait... On le sent, ça vient vraiment partout. Moi, vous, il y a un certain changement de mindset, de culture dans notre société. Aujourd'hui, les individus, ils font de plus en plus attention sur qu'est-ce qu'ils sont en train de consommer. D'accord ? Que ce soit des produits du retail ou de services, comme assurance, banque, téléphonie, énergie. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensible sur comment en fait ce produit ou ce service a-t-il été produit, dans quelles conditions, quelle a été la consommation, quelle était la diffusion de CO2 en fait générée pour avoir ce produit-là entre mes mains ou ce service-là. Quelles étaient les conditions de travail pour les personnes qui ont travaillé là-dessus. Et ben c'est la même chose. Aujourd'hui, en fait, on est en train de déployer l'IA partout. Et l'IA fait partie en fait du processus de la fabrication des produits de demain, des voitures. Elle fait partie des process de la proposition de services. Donc, obtenir un crédit bancaire ou une assurance. Oui, elle est vraiment absolument vraiment partout. Donc, aujourd'hui, si une banque, une entreprise, elle veut me fidéliser, il faut absolument qu'elle me prouve que ces services ont été développés d'une manière éthique. D'où le besoin aujourd'hui de s'assurer complètement que l'IA qui est aujourd'hui dans ce processus-là, elle est développée, utilisée d'une façon complètement éthique, qui ramène du coup à cet utilisateur une transparence, vraiment un respect en fait de son individu et permet du coup vraiment à fidéliser finalement ses clients. Parce que si on attend encore des années, ça sera peut-être
trop tard. Ces utilisateurs vont peut-être aller chez les concurrents qui, eux, ils ont tout compris. Bien Ils sûr. ont commencé à vraiment Oui. intégrer cette IA éthique dans le développement des use cases. Ce sera le mot de la fin pour vous, Léa. Merci beaucoup d'avoir De été rien, avec je nous vous ce en matin. Tout de suite, nous recevons nos 2 prochains témoins. Évoqué avec nos précédents invités, je crois que c'est Christophe qui avait abordé ce mot et qui a dit cette phrase, le passage à l'échelle. Et on va en parler avec nos 2 témoins. Nous sommes avec Hervé Garnousset. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, Hervé, vous êtes Senior VP Global Head of Digital chez Expleo Group, une ESN. C'est une Un peu plus que ça. société d'ingénierie, de technologie, de conseil. Une société globale présente dans 30 pays, 17 000 collaborateurs, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Et nous sommes également avec Grégoire Perret. Grégoire, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, Grégoire, vous êtes DSI chez Chronopost, et pour faire simple, un spécialiste de livraison express. Effectivement, Chronopost qui est le leader français de la livraison express en France, donc tout ce qui est délivré au quotidien, tous les jours. Voilà, je vous vois passer de temps en temps par ma fenêtre. J'imagine. C'est ça. Grégoire, depuis, pour vous, l'IA, c'est un sujet qui est ancien, en tout cas pour Chronopost. On sait que depuis quelques années, vous avez travaillé avec une entreprise qui s'appelle Illuin Technologies. Qu'est-ce qui a changé entre les premiers pas que vous avez effectués avec cette entreprise il y a quelques années et aujourd'hui où il y a une accélération absolument prodigieuse de l'IA depuis novembre 2022? Pas mal de choses. On a commencé effectivement en 2017 avec Illuin Technologies, qui est une start-up française. Et on avait, on en a parlé la dernière tout à l'heure, c'était tout ce qui est agent conversationnel. Et tout simplement, on voulait répondre à une simple question, il est où mon colis? À essayer d'automatiser cette question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Des cas, c'est de la réassurance, il est où mon colis? Donc on a travaillé sur ce sujet-là avec Illuin Technologies dès 2017. Fort du succès, d'ailleurs, on a déployé notre bot dans plusieurs business units du groupe Géopost, qui est la branche colis du groupe La Poste, dans une vingtaine de pays, donc il parle une vingtaine de langues. Et puis, on a franchi plusieurs étapes, petit à petit, en allant aussi sur le voice, en l'interconnexion aussi avec nos services clients, pour arriver effectivement aujourd'hui un peu à l'IA générative et avec des cas d'usage autour de notre bot, avec toujours ce principe de base d'être souverain sur nos données, donc d'héberger notre solution. J'en suis entendu juste avant ces éléments-là. C'était effectivement notre choix de ne pas être dépendant de grands éditeurs et de pouvoir héberger et d'avoir toute la quantité de nos données chez nous. Quels sont les cas d'usage sur lesquels vous travaillez? Quels sont les autres cas d'usage, Grégoire? Aujourd'hui, de façon très pragmatique, puisqu'on va sortir ça, je crois, en début d'année prochaine, en tout cas j'espère, c'est tout simplement de pouvoir analyser l'ensemble de nos FAQ pour pouvoir donner une réponse suite à une détection d'intention par rapport à nos FAQ, avec des liens aussi, parce que ça, c'était un des sujets quand même, tout ce qui va être hallucination de nos bots, de pouvoir très simplement confirmer que c'est bien la réponse qu'il va falloir. Parce que je pense que c'est un des enjeux par la suite qui va être la qualité des réponses, comme ce qu'on avait déjà avant sur un bot, mais travailler sur la qualité des réponses. On parle beaucoup d'IA dans le monde du service, dans le monde tertiaire. Comment est-ce que le monde de l'industrie, on en parlera tout à l'heure avec une de nos invités, comment le monde de l'industrie s'est-il saisi de ce nouvel outil qui est l'IA générative, Hervé? Alors, si on regarde effectivement, le tertiaire a toujours été un secteur qui était très consommateur de technologie parce que c'est un secteur dans lequel on manipule de la donnée essentiellement. On voit avec les banques et les assurances, qui sont toujours en tête pour. On processe de la donnée. Donc la donnée a toujours été une dimension fondamentale. Dans le domaine industriel, on ne manipule pas de la donnée, on fabrique des produits qui sont beaucoup plus complexes, dans lesquels il y a beaucoup d'informations non structurées. Et depuis quelques années, avec l'émergence notamment de l'industrie 4.0, aussi de la donnée qu'on génère sur les chaînes de production. Et le paradigme qui est en train de changer, et notamment les opportunités pour le LLM, c'est qu'il y a, dans le domaine industriel, énormément d'informations non structurées, et que cette information, elle se prête assez bien à du LLM. Il y a beaucoup de textes, notamment. Il y a beaucoup de procédures.
Et c'est des domaines dans lesquels on voit émerger des opportunités aujourd'hui. On vient d'en réaliser une en production pour un client qui vise à récupérer des informations sur la nature des pannes auxquelles ils sont confrontés dans le monde entier. Et jusqu'à présent, ils le faisaient par recherche successive dans des tas de documents, dans des tas de liasses, etc. Et là, ils le font grâce à une intelligence artificielle de type LLM. Qu'est-ce que les LLM, justement, peuvent apporter au monde industriel? On l'a entendu juste avant, les LLM permettent quand même de paramétrer un certain nombre de choses. On peut préciser grâce au LLM des besoins spécifiques. Est-ce que c'est pas trop pour le monde industriel? Alors, les opportunités dans le monde industriel, dans les analyses que l'on a menées et les expériences que l'on a chez Expleo aujourd'hui chez les clients, la première, il y a des opportunités sur la génération de code dans le domaine des produits, dans le domaine de l'IT. Et on est en train de mener une expérimentation avec nos clients dans le domaine de la pharmacie pour essayer d'améliorer la génération de code. Première chose. Il y a de vraies opportunités autour des assistants numériques et des coachs numériques. On s'occupe des programmes de formation dans le domaine de l'assemblage, de la qualité chez un de nos grands partenaires industriels. C'est nous qui prenons en charge leur programme de formation. Et on est en train de regarder comment on peut utiliser les IA génératives, le LLM, pour supporter les agents qui ont été formés pendant leur phase où ils commencent à travailler dans les usines, parce qu'ils ont amassé énormément d'informations. Et la difficulté, c'est retrouver l'information qu'ils ont pu amasser. Donc l'idée, au lieu d'avoir un coaching qui est réalisé par un être humain, l'idée, c'est de raccourcir l'information et faire en sorte qu'il y ait un support, un assistant digital basé sur le LLM, de façon à accéder à une information qui est en vrac, qui est dispersée, et de façon à simplifier l'apprentissage de ces équipes-là. Est-ce que vous regardez, Grégoire, cette question de la formation et qui est concerné dans votre effort de formation aujourd'hui? Dans l'effort de formation, oui. Sur l'IA générative. Sur l'IA générative, oui. Alors pour le moment, on reste quand même dans une. On a fait une organisation. Et je pense que ça, c'est un élément très important autour de ces sujets-là. Une organisation qui est très proche entre nos métiers et l'IT. Donc il y a un mélange de techniciens, bien sûr, de développeurs et surtout pour en plus l'héberger en propre. Il y a aussi bien sûr tout cet aspect exploitation, mais aussi surtout quand même très proche de nos métiers, puisque il faut nourrir tout de même ces IA. Ça passe par la connaissance du métier. Donc il y a une formation très très forte sur nos métiers, sur la description de ce qu'on veut, du métier en lui-même. Et puis, de notre côté, bien sûr, des data scientists, mais pas que, aussi, parce que c'est, je pense, un des grands éléments, en tout cas, qu'on a appris, c'est de pouvoir quand même, et c'est pas forcément évident, mélanger l'IA avec tout simplement le génie logiciel. Et ça, l'alliance des deux n'est pas toujours très, très simple et très, très efficiente. Et c'est, pour moi, le secret, il est là, c'est de mélanger cette ingénierie du développement avec l'IA. Et ça, c'est ce qu'on a dans nos équipes, hein. Bien sûr, avec des développeurs Java, tout simplement, et en essayant d'intégrer ces technologies qui sont, elles, beaucoup plus techniques en termes, en tout cas, d'analyse de données, etc. J'aimerais qu'on redise un mot sur la qualité de la donnée. On en a parlé tout à l'heure. J'aimerais qu'on en parle également avec tous les deux. On a dit aujourd'hui, on a répété, on le dira encore probablement jusqu'à la fin de cette émission, que la qualité de la donnée est absolument cruciale. Est-ce que c'est une discussion que vous avez encore régulièrement avec vos clients et prospects, Hervé? Alors, je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer actuellement, enfin, qui a commencé il y a 1 an, 2 ans peut-être, maximum, où nos clients ont pris conscience de l'importance de la qualité de leurs données dans les modèles d'apprentissage de type machine learning. D'accord ? À partir du moment où on a des approches qui sont essentiellement neuronales dans le cadre des IA qui sont sur le marché, il est fondamental d'avoir des jeux de données qui soient à la fois propres et de qualité, et aussi très nourris en termes de volume. Alors, quand on le dit comme ça coule de source, mais vous avez probablement parlé comme moi avec vos confrères ou d'autres clients. On sait qu'aujourd'hui, y compris des grands groupes, ce travail-là n'est pas encore complètement abouti. Alors, ce travail est en cours. On travaille par exemple dans le domaine, chez Expleo, on travaille actuellement avec une entreprise dans le domaine automobile, une entreprise allemande, où on met en place toute leur plateforme qui permet de faire l'acquisition de l'ensemble des données qui viennent de l'ensemble de leur flotte de véhicules dans le monde, de façon à pouvoir faire du diagnostic de façon préventive, de pouvoir faire aussi de l'analyse prédictive sur des pannes qu'il peut y avoir,
Et ils utilisent à ce stade-là aussi pour faire du test et de la validation de leur propre système, leur ADAS, leur système de pilotage automatique, à partir de ces IA. Donc, la prise de conscience est en cours. Et l'étape suivante, ça sera le passage à la gouvernance aussi. Parce qu'au-delà de la qualité de données, ce qui est important dans ces modèles-là, c'est d'avoir une vision long terme de leurs drifts, de leurs écarts par rapport à l'apprentissage qu'ils ont pu avoir. Et là, il y a une dépendance aussi très très forte sur qui possède les données, qui en a la responsabilité. Parce qu'une bonne IA, c'est un jeu de données très propre. Voilà. Pareil, quasiment la même question pour vous, Grégoire. Où est-ce que vous en êtes sur cette question de la qualité de la donnée et comment est-ce que vous continuez à travailler sur ce sujet? Alors, c'est un vaste sujet pour nous dans les entreprises, la qualité de données. Donc, bien sûr, on a commencé sur ces aspects-là, très orientés sur nos services clients, sur justement cette bonne description. Là, justement, avec nos FAQ, j'en doute pas, on va aussi devoir retravailler la restructuration documentaire. Et je pense aussi que ça aura une influence sur comment construire des documents dedans et dans l'analyse qu'on va en avoir. Ensuite, typiquement, on fait aussi de l'IA un peu sur du machine learning, du deep learning. Alors là, sur nos données vraiment de transport, typiquement sur le forecasting colis, qui est un des grands enjeux pour nous. Combien on aura de colis la semaine prochaine, mardi prochain. Et là, effectivement, on a aussi un gros travail qui va au-delà de l'IT aussi, une fois de plus, qui est aussi les process métiers, le respect des process métiers sur toute la chaîne. Et ça, je pense que dans les entreprises, on va avoir de plus en plus besoin de cette rigueur dans nos process, avec bien sûr l'IT derrière pour nettoyer. Mais l'IT ne va pas générer de la bonne information si à la base elle est fausse. Et donc ça va être quand même un des enjeux qu'on ressent de plus en plus, mais je dirais dans toute l'IT en général, le fait qu'aujourd'hui, l'IT dans tout le cœur de l'activité et de la donnée devient primordial. On le voit bien aussi d'ailleurs dans tout ce qui peut être fait aujourd'hui sur la RGPD. On voit bien que la donnée est quand même maintenant un élément, un asset de l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure, et je le disais également, de souveraineté. Vous avez fait le choix de travailler avec un acteur français. Est-ce que, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en termes de développement chez d'autres grands acteurs internationaux, est-ce que vous imaginez, alors avec une IA c'est déjà assez complexe, mais est-ce que vous imaginez une démarche avec peut-être un LLM s'appuyant sur une brique proposée par un acteur international? Est-ce que ce sont des choses que vous considérez aujourd'hui ou votre démarche exclut complètement aujourd'hui le recours à des acteurs internationaux? Non, ça a été abordé tout à l'heure aussi, je pense, sur le côté de mixer. Demain, je pense que nous mixerons les LLM. Nous, sur l'aspect, ce choix, il vient vraiment sur notre donnée métier, de le garder en propre, une souveraineté. Maintenant, si on parle du code, puisqu'on a bien sûr qu'on va s'intéresser aussi à l'IA autour du code, non pas pour remplacer nos développeurs, moi je n'y crois pas du tout, mais bien au contraire pour un accélérateur. D'ailleurs, ils le font déjà, ils passent leur vie à aller regarder sur les forums sur Internet. Là, oui, je pense que l'IA externe à grande échelle sur comment on fait un programme Java pour répondre à telle problématique, là, oui, ça aura du sens de prendre des outils de type de grands acteurs, mais on regardera, je pense, par contre, pendant très longtemps ce côté de pérennité de l'information de mes cœurs de métier. Je reviens un instant sur les cas d'usage que vous avez abordés tout à l'heure. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment demain, l'IA générative va vous permettre de proposer une expérience beaucoup plus complète à votre client qui va peut-être se demander quand est-ce que vont être livrés, parce que vous avez Chronopost Fresh, je crois. Il y a, voilà, donc vous livrez des produits, donc ça c'est plutôt avec des partenaires. Donc la famille qui a commandé ses fruits et ses légumes veut savoir par exemple si elle va être livrée le mardi à 15h. Alors pour un pantalon ça pose moins de problème, mais par contre pour une tomate et pour un morceau de viande c'est plus compliqué quand il y a une semaine de retard. Est-ce que vous allez prolonger les réponses apportées aux clients grâce à l'IA? Est-ce que vous allez les compléter? Est-ce que vous allez finalement faciliter l'expérience client et l'information fournie aux clients grâce à l'IA générative? Alors, il y a plusieurs. D'abord, déjà, pour faire tout simplement de la prévision. Aujourd'hui, on le fait déjà sur la prévision de livraison assez fine. On utilise de l'IA typiquement plutôt sur l'international, là où on a moins une visibilité sur du tracking externe. Et là, on utilise du machine learning. Donc, simplement, on va s'appuyer pour pouvoir prédire une livraison. Ensuite, sur vraiment le côté IA générative, sur cette prédiction de livraison, je suis
comme ça, je le vois pas forcément, pour être tout à fait honnête. Je le vois plus, par contre, dans un apport suite à une question de savoir où exactement, j'en reviens à où est mon colis, mais l'incidentel, par exemple, là, oui, je pense qu'on aura beaucoup de facilité à générer de l'information à partir de notre corpus d'informations pour pouvoir aider tout de suite à capter et à donner la bonne information. Mais aussi, je pense qu'on va l'utiliser par rapport beaucoup à nos métiers, les aider, donc les services clients typiquement, de pouvoir leur donner des clés de questions à poser quand ils l'ont oublié ou dans une telle situation, poser la bonne question. Ça, je pense qu'on commence déjà un peu à travailler à ces éléments-là. Et puis aussi sur, là, mais je pense dans tous les secteurs d'activité, y compris nos sales, nos vendeurs, sur, et là, du type, prendre le bon produit au bon moment. Et là, je pense aussi qu'avec l'IA générative, on pourra leur proposer en fonction de la typologie du client, un argumentaire, ou en tout cas un aide à l'argumentaire, parce que là aussi, je ne pense pas qu'on va remplacer bien entendu, tous nos commerciaux, mais en tout cas un aide à l'argumentaire, de toute façon, de time to market et donner la bonne offre au bon moment. Il nous reste quelques minutes et j'aimerais vous poser 2 dernières questions. Hervé, comment est-ce qu'on passe et comment est-ce qu'on réussit aujourd'hui lorsqu'on est une entreprise qui s'intéresse à l'IA générative? Comment est-ce qu'on passe du POC au produit concret? Quelles en sont pour vous les étapes nécessaires? Alors, c'est à la fois un enjeu et puis surtout un défi, on va dire. Ce qui est important de savoir, c'est que souvent, lorsqu'on parle d'IA et d'IA générative, les modèles qui ont été construits souvent sont des modèles très complexes et trop complexes. Et donc, il y a une étape par laquelle on passe avec un certain nombre de clients. On a un exemple très concret dans l'industrie automobile sur du quality check, une analyse de conformance à la fin d'une chaîne de production. Vous avez fait un algorithme qui avait été développé par deux jeunes data scientists qui mettait 2 minutes, et ce qui était incompatible avec les cadences de production. Et là, on a travaillé dessus en simplifiant les modèles, en les élaguant, en utilisant des techniques de quantification qui visent à diminuer la précision des modèles. On est arrivé à avoir une performance de l'ordre de 10 secondes. Donc la première étape, c'est regarder les modèles avec un peu de prise de hauteur, avec des gens qui connaissent bien, parce qu'il n'y a pas que l'IA ne répond pas à toutes les solutions. Souvent, on peut aussi mixer en amont d'autres technologies plutôt algorithmiques avec de l'IA. Ce que vous avez fait, avec du machine learning. Très entier. Donc ça, c'est la première étape, c'est arriver à simplifier les modèles. Deuxième étape, c'est les infrastructures. C'est-à-dire qu'il faut... C'est mieux de le faire avant de se lancer dans du POC, mais regarder les infrastructures, c'est quand on va faire tourner les modèles ensuite. Et les contraintes que ça implique en termes d'interprétabilité, d'auditabilité, de performance, de coût, ce qu'on ne fait rarement pas, et il faudra absolument le faire dans les phases amont avant de lancer l'époque. Infrastructure, et puis les derniers points, c'est les référentiels de données. C'est à partir du moment où on veut passer à l'échelle, il va falloir qu'il y ait des données de qualité, il va falloir les gouverner, il va falloir les surveiller, les ajuster dans le temps. Et ça, c'est des éléments qui sont indispensables et auxquels il faut réfléchir lorsqu'on veut passer à l'échelle. Sinon, on est voué à un échec retentissant sur le passage de ces modèles à l'échelle, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Allez, il nous reste à peu près 1 minute. 3 conseils, Hervé, pour une entreprise qui veut réussir la mise en production. Alors là, la question d'avant cette époque au produit fini. Et là, comment est-ce qu'on passe 3 conseils pour passer vraiment très concrètement à la mise en production d'un outil qui, comme chez vous, permet de répondre aux besoins des clients de manière précise. 3 conseils. Alors, c'est assez simple. D'abord, c'est le niveau de maturité dans lequel vous êtes. Si vous n'êtes jamais lancé sur de l'IA, l'important, c'est de partir d'un use case. Et quand je dis un use case, c'est dès le départ réfléchir au retour d'investissement, au coût, à ce que ça veut dire, et regarder, avant de se lancer, tout le jeu de contraintes que les IA impliquent en termes d'auditabilité, en termes d'interprétabilité, de coût, de protection des IP, etc. C'est vraiment regarder ces points-là avant de se lancer. Sinon, on va se lancer à corps perdu. Et pour ça, avoir une vision aussi très précise des compétences et ce que ça veut dire derrière. Pour les entreprises qui ont plus de maturité, moi, je pense qu'il est temps d'investir dans des entreprises, dans des plateformes, des infrastructures de données. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Que les entreprises ont, d'une façon générale, pas complètement lancé. Et avec ça aussi, tout le modèle de gouvernance sur les données. D'où identifier les sources de données, qui en a la responsabilité, qui gère la mise à jour de ces données.
Parce qu'une IA, encore je répète, hein, une IA qui va fonctionner correctement, ça va être une IA qui va être bien entraînée, qui a bien appris. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir des données à la fois de qualité et en volume. Voilà. Ça fait 3 conseils qui sont quand même, à vous écouter, un tout petit peu complexes à appliquer quand même, et qui nécessitent un certain travail en amont. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais c'est... Si, mais je m'y retrouve, en tout cas sur le premier aspect, le côté pragmatique et construire, avoir un vrai use case. De toute façon aussi, dans beaucoup d'entreprises, il faut quand même un ROI assez rapide sur ces sujets-là aussi. Donc je pense qu'il faut effectivement attaquer par du pragmatisme avec des cas qui peuvent être aussi simples, mais je pense qu'il faut commencer comme ça et pas penser qu'on va pouvoir d'un seul coup révolutionner un système d'information ou des process métiers dans un claquement de doigts. Merci, messieurs. Et je vous retrouve tout de suite pour notre table ronde. Et pour la fin de cette émission, nous proposons une table ronde avec plein de gens de plein d'endroits différents. Nous sommes avec Claire Mathieu. Claire, bonjour. Bonjour. Alors Claire, vous êtes Head of Data et AI chez Suez, spécialiste de la distribution de l'eau et du traitement de déchets. Nous sommes également avec Jérôme Marc. Jérôme, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Jérôme, vous êtes Intelligent Automation Senior Sales Engineer chez Ecofax, un éditeur spécialisé dans l'automatisation et dans l'IA. Nous sommes également avec Christina Miknevich. Christina, bonjour. Bonjour. Alors Christina, vous êtes Senior Research Analyst et consultant cybersécurité, Big Data et IA chez PAC, donc un cabinet bien connu d'analyse sur l'IA et sur la cyber et sur le marché de la tech d'une manière générale. Et nous sommes également avec Stéphane Hadinger. Stéphane, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous êtes directeur de la technologie chez AWS France. Alors une première question pour vous, Jérôme, quoi qu'on a commencé à en parler tout au long de cette émission. Qu'est-ce qui change entre l'IA, j'ai presque envie de dire traditionnelle, machine learning, deep learning, et puis l'IA générative? Alors, beaucoup de choses, en fait, Thomas. Pour recadrer un petit peu la question, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une période de hype par rapport aux IA génératives. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a tout juste un an, en fait, on n'en parlait pas. C'était quelque chose qui était, en fait, dans un cadre réservé à certains experts, donc c'était expérimental. Et puis, tout d'un coup, c'est arrivé, plus vite que je pense qu'on l'attendait. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça et on travaille beaucoup autour de ces technologies. Alors, chez Ecofax, on a cette particularité qui est, en fait, historiquement, notre métier comporte des fonctionnalités, en fait, de support du traitement des images et des documents. Et de ce fait, en fait, nous travaillons avec les IA depuis de nombreuses années, mais des IA plutôt spécialisées sur la vision par ordinateur, computer vision. Et du coup, c'est assez facile pour nous de comparer un petit peu ces différentes générations d'IA. Si on parle d'IA traditionnelles, donc les IA, par exemple, qui permettent d'analyser du texte ou des images, on a des IA extrêmement spécialisées. Donc, par exemple, on a des IA de classification. On va catégoriser des images en fonction du contenu. On va avoir des IA basées sur le deep learning pour extraire du texte. D'accord ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Les nouvelles IA, si vous voulez, il y aura un avant ChatGPT et un après ChatGPT. Il y a vraiment une rupture dans le sens où les IA, effectivement, ont une capacité de comprendre le langage qu'à un niveau jamais atteint précédemment. C'est vraiment une révolution. C'est toujours une révolution, ça évolue, mais c'est toujours une révolution. Donc, ces IA sont capables de comprendre le contexte et sont capables de générer. Donc, générer du texte, des images, de la vidéo même. Ils sont capables de générer, ils sont créatives. Et du fait, en fait, cette capacité de génération les rend très ouvertes. Précédemment, une IA, finalement, restituait un résultat attendu. Je veux savoir qu'est-ce que l'objet qui est présent sur l'image. L'IA répond, voilà, c'est un chien, c'est un chat, c'est un animal, c'est une voiture, etc. Là, c'est beaucoup plus ouvert. On peut générer des livres, on peut générer des thèses, on peut générer à peu près tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'en fait, les domaines d'application sont multiples et quasiment infinis. Alors qu'avant, on avait des IA spécialisées, finalement, en fonction du domaine que l'on souhaite adresser.
Stéphane, quel impact l'IA générative va avoir sur, en tout cas peut avoir d'abord, sur les processus métiers? Et ça a commencé. Et c'est vrai que l'IA, c'est pas nouveau. L'IA est déjà très présente dans beaucoup de processus métiers. Alors, d'ailleurs, c'est pas très connu, mais au sein du groupe Amazon, nous faisons de l'IA et du machine learning depuis plus de 20 ans. Sur nos plateformes, côté AWS, qui s'appelle SageMaker, nous avons plus de 100 000 clients qui font de l'IA depuis plus de 5 ans. Alors, ça peut être de la maintenance prédictive, comme le fait Veolia. Ça peut être de la recherche de défauts visuels, comme STMicro. Enfin, il y a beaucoup de cas d'usage. Mais effectivement, l'IA générative a atteint cette nouvelle, je vais peut-être pas dire maturité, mais accessibilité. En fait, on est sur une révolution de la simplicité. On est sur une révolution de la démocratisation de la technologie. Et c'est vraiment ce que nous faisons, c'est notre cheval de bataille, quelque part, de fournir ces briques technologiques, de les mettre dans les mains non de chaque développeur, mais même à la limite de chaque utilisateur. Alors les impacts, ce qu'on voit, c'est 2 grandes tendances. La première, c'est tout ce qui va être lié à la relation et le contact avec les clients. Donc bien sûr, CRM, chatbot, mais aussi, alors vous le voyez déjà dans des grands sites de e-commerce, tout ce qui va être de la traduction, de classification des fiches produits, de l'analyse des avis des clients, de la réponse automatique. J'ai vu une société qui réfléchit déjà à pouvoir faire de la réponse automatique quand quelqu'un poste un avis pour remercier et un petit peu enrichir. Mais en réalité, quand on regarde les entreprises, commencer tout de suite par ce qui est face aux clients, ça peut être vu comme un peu risqué. Parce que si jamais il y a un dysfonctionnement, c'est visible. Ça coûte cher. En termes de réputation. Voilà, ça peut. Donc, ce que j'observe en tout cas, c'est que les clients préfèrent commencer par les processus métiers internes. Alors là, il y a pléthore de cas d'usage. On en a parlé un petit peu avant, tout ce qui va être recherche documentaire, tout ce qui va être finalement le salarié augmenté qui a l'expert du domaine au bout du clavier. Et donc, il n'a pas forcément besoin d'aller interroger tel ou tel expert, puisque de par de la recherche de documents, il y a beaucoup de technologies, je ne veux pas lancer trop d'acronymes ici, qui permettent de faire ça. Et peut-être un cran au-dessus, c'est nous faisons des démonstrateurs avec des clients pour avoir la même chose, mais dans les data lakes. De se dire comment accéder à de la donnée de l'entreprise en langage naturel, et peut-être pour conclure sur les usages internes, de se dire, et je vous rejoins, de se dire, une des révolutions qu'on est en train de voir, c'est que peut-être que la nouvelle interface utilisateur, finalement, c'est le langage naturel. Plutôt que d'avoir les menus, les boutons. Et ça reste très vrai dans des applications occasionnelles. Je pense qu'on l'a tous ici. S'il y a une application que vous utilisez une fois par mois, chaque fois que vous revenez dessus, c'est « oulala, où est-ce que je dois cliquer ? Je me souviens plus comment ça fonctionne. » Si je pouvais juste dire en langage naturel, ce serait probablement beaucoup plus efficace. Et là encore, une démocratisation au sein des salariés de l'entreprise. On note, Christina, depuis quelques mois, une vraie accélération. Stéphane vient encore de le confirmer. Rappelez-nous déjà qui sont vos clients aujourd'hui, qui sont les gens avec lesquels vous parlez. PAC travaille principalement avec les ESN et les fournisseurs de logiciels. On les accompagne dans leur compréhension de leur positionnement sur le marché, surtout sur le marché spécifique, comme par exemple data et l'intelligence artificielle. Et on les aide à aligner leurs stratégies, leurs offres sur les tendances de marché. Ce sont plutôt ces ESN aujourd'hui qui portent l'accélération de l'IA générative ou c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, du 50-50 entre ESN et puis grands faiseurs comme AWS ou d'autres. Je peux citer Microsoft, Google. Merci, je pense que c'est une très bonne question. Et en fait, tout le monde investit. On voit beaucoup d'investissements du côté hyperscaler dans leurs produits, tout ce qui est Google, Amazon qui travaillent plutôt en interne, Microsoft qui a investi 13 milliards en OpenAI, AWS qui investit également dans Anthropic récemment. Tout ça, c'est très intéressant et ça avance très, très vite. Il y a une vraie course. Et du côté des ESN, on ne veut pas se faire disrupter par ce mouvement, à la fois du côté client et du côté en interne. Qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain, c'est l'intelligence artificielle qui remplace le moitié de mes employés qui développent des logiciels, qui travaillent avec le client. Du coup, on voit que Capgemini, il a investi 2 milliards, Accenture a investi 3 milliards, CGI a annoncé 1 milliard. Et ça va non seulement pour améliorer leur offre client, mais aussi pour travailler en interne. Comment on va utiliser cette technologie en interne? Comment on va former
ses employés. Ce sont des réflexions que vous avez régulièrement. C'est-à-dire que là, on a effectivement, tout au long de cette émission, on a beaucoup parlé de l'IA et on va continuer à en parler avec vous, Claire. L'IA pour les clients et ce qu'on verra hors de l'entreprise. Mais il y a aussi des efforts conséquents qui sont réalisés pour l'interne, ce que disait Christian à l'instant. Clairement, et les ESN ne sont pas en reste, bien sûr, elles sont toutes très intéressées. Et en fait, ça se fait, je pense, à deux niveaux. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la partie IA générative, mais ça veut dire aussi il faut l'accès aux données, structurées et non structurées. On peut dire de manière un peu triviale, pas de data, pas d'IA. Donc, ça remet aussi sur le haut de la pile les projets de data lake, les projets d'entreprise pour aller justement réconcilier l'ensemble des données de l'entreprise pour qu'elles soient accessibles aux salariés, soit en direct, bien sûr, mais surtout au biais de ces IA, via ces IA génératives. Claire, comment un groupe comme le vôtre utilise-t-il l'IA aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Suez est sur toute la chaîne de traitement de l'eau et des déchets, donc des forts enjeux autour de l'environnement, la protection de la ressource. Donc en fait, c'est vraiment notre priorité aujourd'hui, utiliser l'IA au service de la transition écologique pour protéger la ressource. Je donne un exemple. Vous savez que 25% de l'eau distribuée dans nos réseaux part en fuite sur nos réseaux. Chaque fois j'entends ce chiffre. Qui est un chiffre désespère. beaucoup plus élevé d'ailleurs dans le monde. Dans certains pays, ça va jusqu'à 50%. Donc utiliser la masse de données qu'on a de nos capteurs qu'on a positionnés sur nos réseaux pour apprendre et anticiper ce genre d'événements va nous servir à réduire ces fuites et c'est un enjeu majeur. Ça, c'est juste un exemple sur le traitement des déchets. On a ces enjeux d'utiliser l'IA pour améliorer nos performances de tri, de recyclage. Vous voyez bien, on va de plus en plus trier, ce qui est une très bonne chose. Ça augmente les volumes, ça veut dire que les machines doivent être plus performantes. Donc, on doit pouvoir utiliser l'IA pour voir ce qu'on n'arrive pas à voir, nous, exploitants, quand on est sur l'usine, anticiper des casses, prévenir des événements et améliorer comme ça le rendement et trier mieux à la fin. J'aimerais qu'on vienne juste, Claire, si vous me le permettez, sur l'eau et sur les réseaux. Ça veut dire que l'IA va être capable de déterminer, par exemple, si un secteur particulier, dans les villes où vous opérez, dans les régions où vous opérez, connaît une fuite particulière ou connaît une déperdition d'eau plus importante. Là, vous parliez par exemple de 25%, mais ça peut être 50%, 50% dans certains endroits. L'IA va vous permettre finalement d'avoir une lecture beaucoup plus fine et d'intervenir plus rapidement. Oui, on va apprendre en fait, par exemple, on va corréler les consommations d'eau, donc les volumes qui sont consommés, avec les volumes distribués. Ça va faire des corrélations, des choses qu'on ne pouvait pas vraiment voir avant. Et on va pouvoir préciser la localisation des fuites et intervenir beaucoup plus tôt qu'avant. Ça, c'est juste un petit exemple. D'accord. Et pareil, sur tout ce qui concerne la gestion des déchets, c'est pareil, vous êtes capable, par exemple, l'IA va vous permettre peut-être de catégoriser, de détecter des endroits où on trie mieux qu'ailleurs, où on trie plus de quantité de pots de yaourt, par exemple, ou de paires de chaussures. Alors aujourd'hui, en fait, c'est vrai que l'enjeu des municipalités, des collectivités, elles connaissent pas vraiment bien leur territoire. On sait qu'on trie en masse, on a des gros volumes de déchets, on sait à peu près combien on va trier dans une municipalité, mais dans les détails, on connaît pas bien ça. Et si on veut faire améliorer les gestes de tri chez les citoyens, on doit les connaître, donc on doit les mesurer. On fait comment? On met des capteurs sur nos bennes, on met des caméras sur les camions, et on détecte les erreurs de tri et on peut les géolocaliser et tout ça. Donc ça utilise de la computer vision beaucoup pour reconnaître les types de déchets qui vont rentrer dans nos poubelles, tout simplement. Et ensuite, ce sont des outils qui vont nous permettre de prédire aussi les volumes, les changements de comportement. Donc c'est des outils qui vont être entre les mains de nos maires et nos collectivité et ça va être très précieux, c'est de l'or en fait, ces données-là. Mais ce sera en fait, on aura là des données colossales. C'est au-delà des lieux dont vous parliez, il y a les images. Est-ce qu'aujourd'hui, et je suppose que c'est déjà le cas en partie, mais est-ce qu'aujourd'hui vos IA ou les briques que vous avez déployées sont en mesure de faire la différence, tout simple, entre un pot de yaourt
et un pot de yaourt en verre. Parce qu'en fait, Oui, tout à la fait. différence sera là, en fait. Je parle de pot de yaourt parce que j'aime bien ça, mais il y aura vraiment la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, votre outil est capable de détecter la différence Oui. et finalement, après, d'apporter peut-être des correctifs. Et là, ce sera le rôle des maires, peut-être d'informer différemment. Donc Exactement. c'est Et même relié à- nous, notre travail chez Suez, c'est de sensibiliser les citoyens. Donc pour ça, on utilise des technologies, mais on les entraîne et on les entraîne avec des experts qui vont nous aider à co-construire ces IA-là. Et le challenge aussi, c'est en effet les infrastructures. Donc là, on s'appuie sur les cloud providers. On va développer des IA on edge. On va pas les faire circuler. On va pas faire circuler des vidéos sur le cloud. Ça serait trop consommateur. Donc le challenge, ça va être de faire marcher ça sur un camion ou sur un serveur proche de l'usine, sur l'usine. Ce sont déjà des projets comme ça que vous voyez émerger. Vous avez cité un petit camarade de jeu de Suez tout à l'heure. Ce sont vous avez parlé d'IA on Edge, donc c'est-à-dire qu'une capacité de comprendre, de traiter à la périphérie, ce qui signifie qu'il y a des data centers, très certainement, à la périphérie. Ce sont des sujets qui émergent déjà. Alors oui, et pas forcément des data centers, ça peut être aussi des petits équipements. Alors ça peut démarrer sur le Raspberry Pi ou un équivalent ou un petit peu Aussi plus petit gros. que ça. Ça dépend bien sûr du traitement. En fait, on va combiner les deux. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de remonter toutes ces données au niveau du cloud pour justement entraîner les modèles. Parce que là, effectivement, il faut des grandes quantités de données. Une fois que le modèle est déterminé, il est fixé, finalement, on peut le déployer dans ce type d'équipement. On travaille beaucoup aussi sur tous les réseaux de caméras qui existent déjà, typiquement caméras de télésurveillance qui existent dans des usines, dans des entrepôts. Et ça permet d'avoir finalement à moindre coût un petit boîtier qu'on va mettre typiquement juste derrière la caméra ou au central vidéo pour avoir ce type d'information. Moi, j'aime bien toujours citer l'exemple qui est Amazon Go, qui sont vous savez, les magasins sans caisse qui existent pour l'instant aux États-Unis, faits par Amazon. Et donc le principe, c'est vous rentrez, vous prenez tout ce que vous voulez et vous partez sans payer, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de caisse. Alors, en fait, vous payez quand même. Mais... Oui, c'est pas et donc, on est sur un principe où il y a probablement des centaines de caméras qui sont au plafond, qui suivent ce que vous faites, qui regardent si vous prenez votre pot de yaourt, si vous le reposez, et qui notent finalement dans un caddie virtuel ce que vous avez pris. Et là encore, et je vous rejoins, avoir ces centaines de caméras qui envoient en streaming leurs données dans un cloud, économiquement, ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà, l'enjeu, c'est de faire fonctionner ces algorithmes au plus proche. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que ça tient dans des petits boîtiers. Il est de plus en plus question de LLM, moins gourmand, Oui. avec moins de paramètres. Est-ce que cette tendance se confirme ? Cette tendance se confirme et c'est vrai que alors on a lancé il y a quelques semaines notre service qui s'appelle Amazon Bedrock, qui permet en quelques clics d'utiliser un large choix de modèles. Alors on a Anthropic, on a AI21, Cohere, Stable Diffusion, bientôt Llama 2 de Meta. Et donc la première bonne nouvelle, c'est que ça permet vraiment de tester tout de suite et finalement de les comparer en quelques minutes. Si je prends ceux d'Anthropic, on a Claude 2 qui est aujourd'hui un des modèles les plus performants, mais il a une certaine taille en nombre de... J'ai oublié combien de dizaines de milliards de paramètres il avait, ou peut-être centaines. Donc il y a un coût qui est attaché, et ce coût, il est lié à de la consommation de ressources, de GPU et d'électricité. En même temps, il y a aussi Claude Instant, qui est peut-être 10 ou 20 fois plus petit, qui est un tout petit peu moins performant, mais peut-être que ça suffit largement dans tous les cas d'usage. Et en même temps, nous travaillons par exemple avec Hugging Face, donc la start-up française bien connue, qui aujourd'hui expose des modèles qui vont être vraiment spécialisés dans un domaine de la finance par exemple, et qui explique qu'un modèle qui va être 1000 fois plus petit que ces gros modèles généralistes va quand même surperformer. Donc il y a un véritable enjeu déjà, premièrement, de choisir le bon modèle et la bonne taille de modèle, et finalement, c'est de comparer, et c'est d'avoir les outils pour comparer facilement. Le deuxième aspect, c'est la consommation de ressources, la consommation électrique. Donc aujourd'hui, Nvidia est très présent, bien sûr, sur le marché des GPU pour l'intelligence artificielle. Nous avons, alors c'est pas très connu, mais nous avons construit et développé nos propres puces chez AWS. Ça s'appelle Trainium pour l'apprentissage et Inferentia pour l'inférence. Et le but, c'est de diviser par deux la consommation électrique. Donc, ce qui est déjà aussi une bonne nouvelle en termes de consommation. Et puis, je terminerai, alors, c'est toujours bien de réduire la consommation électrique, mais depuis 2022, la totalité de nos data centers européens sont alimentés 100% en électricité d'origine renouvelable, ce qui est aussi rassurant sur l'impact carbone. Ce qui est
Une bonne nouvelle d'une manière générale. J'aimerais qu'on dise un mot avec vous, Jérôme, sur le time to market. Je disais en introduction que l'IA générative pouvait faire tout un tas de choses et aujourd'hui, l'IA est capable de créer du code. Dans quelle mesure ça va permettre aux entreprises, comme Suez ou comme Groupe Pierre et Vacances qu'on a eu tout à l'heure, d'aller beaucoup plus vite, de concevoir des outils qui vont leur permettre de déployer des solutions finalement qui vont être utilisables rapidement, et peut-être également avec des modèles plus petits, ce que Stéphane vient de dire. On n'a pas besoin, demain on n'aura plus besoin de l'LM avec des milliers de paramètres, peut-être qu'une centaine suffiront et qui seront moins gourmands en énergie. Comment est-ce que justement l'IA peut permettre d'accélérer en matière de time to market? Alors jusqu'à aujourd'hui, le time to market, en fait, il était pas mal piloté par l'idée d'utiliser des outils low-code avec des citizen développeurs. Donc, pour entrer plus dans le détail, le citizen developer, c'est un profil qui est apparu il y a quelques années, qui a répondu à une demande forte qui était en fait liée à deux contraintes, de vecteurs de pression qui s'appliquaient sur les directions métiers. La première pression, c'est la contrainte en termes de ressources, à savoir que sur le marché, il y avait un nombre limité d'ingénieurs IT. À un moment donné, comme tout le monde faisait du digital, on ne pouvait pas avoir un ingénieur partout. C'était juste impossible en termes de staffing, tout simplement. Donc, il y a eu cette contrainte RH qui a été forte. La deuxième contrainte, effectivement, c'est de localiser un expert technico-fonctionnel à proximité du métier pour accélérer le go-to-market. On travaillait beaucoup sur cet axe-là et derrière, on faisait de l'agile. Donc, ça, c'était ce qu'on faisait il y a un an. Aujourd'hui, on se rend compte que ce citizen developer, il a des contraintes. Quand il veut aller plus loin, il a besoin d'experts, experts IT, experts métiers. Et effectivement, les LLM pourraient être des assistants très utiles pour ce type de profil, pour aller beaucoup plus loin et lever certaines barrières qui les bloquent aujourd'hui dans leur démarche. Un autre accélérateur que l'on peut identifier par rapport à ce contexte, c'est de dire que le fait d'embarquer des solutions LLM dans des solutions de type low-code, ça permet également à nos clients, et aux clients en général, d'avoir accès plus rapidement aux fonctionnalités LLM et à les déployer immédiatement dans leur processus et donc effectivement de réduire leur time to market par rapport aux objectifs qu'ils peuvent avoir. Claire, qu'est-ce que vous attendez de l'IA générative? Vous êtes mature en termes d'IA, vous avez déjà des cas concrets qui fonctionnent. Comment est-ce que l'IA générative peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin demain? Alors nous, on est très prudent dans l'usage. On commence par tester. Déjà, on commence par évaluer où est-ce que l'IA générative va nous apporter des choses et où est-ce que ça va être plus risqué. Donc, comme vous le disiez, utiliser l'IA générative face à nos clients, pour l'instant, on n'est pas prêt. Par contre, on y réfléchit pour aider nos opérateurs dans les call centers, etc. Mais certainement, on s'appuiera sur des partenaires. En interne, les premiers cas d'usage, c'est le partage de la connaissance. Avoir l'assistant omniscient, comme vous parliez. C'était comme si on avait un stagiaire qui connaissait tout ce qui s'est passé sur toutes les usines de tout Suez et qui aurait la réponse à n'importe quelle question, qu'elle soit technique ou contractuelle. Par contre, en termes de time to market, sachant que les données d'entrée qui sont peu structurées et qu'on a un peu délaissé, tous ces contrats qu'on a, toutes ces docs techniques, elles sont dans des SharePoint, elles sont au fin fond de bases de données. Il faut qu'on aille les sortir, il faut qu'on en vérifie la qualité, il faut qu'on travaille avec les experts pour voir si les réponses sont adaptées et correctes, parce qu'on l'oublie, mais les IA génératives ne donnent pas des réponses totalement correctes. Et ça, on a cet enjeu-là de le vérifier, puis de former nos employés pour leur dire attention, voilà, là, c'est un usage qui va marcher. Là, c'est un usage où il faut prendre des précautions. Vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant ce que l'IA générative va vous dire. Donc, tout ça fait qu'on sait que ça va révolutionner nos façons de travailler, mais on y va à petits pas et on réfléchit à la meilleure gouvernance et la meilleure façon de tirer parti de tout ça. Jérôme, Stéphane, les données non structurées, c'est un peu la prochaine frontière. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, de déploiement, d'accélération de déploiement et de cas d'usage, ainsi de suite, la plupart des cas qu'on a pu observer qui fonctionnent sur le marché sont ceux qui portent sur les données structurées. Mais pour les données non structurées, vous l'avez dit, Claire, il y a beaucoup de données qui dorment dans des mails, dans des SharePoint, dans des forums internes, que sais-je.
comment est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise, et de quel type d'outils sur quel type d'outils elle peut s'appuyer pour justement extraire ces données, parce qu'il faut déjà les extraire et les trouver, et puis après exploiter. Stéphane et puis Jérôme. En fait, il y a de nombreux outils aujourd'hui qui existent. Enfin, ça fait partie. Il y a des technologies qui s'appellent le RAG, par exemple, le Retrieval Augmented, j'ai oublié le G, qui permettent justement à ces algorithmes d'aller faire aussi de la recherche dans des outils existants, dans des bases documentaires existantes. Donc ça permet déjà d'améliorer l'acuité, la véracité des réponses et d'éviter ce phénomène d'hallucination. Ça permet aussi de prendre en compte de la donnée en temps réel. Parce qu'en fait, un des autres enjeux, c'est de dire quand je fais du fine-tuning de mon modèle, si j'ai des données qui sont mises à jour en temps réel, je ne vais pas faire du fine-tuning toutes les minutes, ça n'a strictement aucun sens. Donc ça, c'est une première approche. Il y a d'autres approches qui consistent aussi finalement à faire... alors, on a des outils, on a un service pour ça qui s'appelle Kendra, qui permet de faire de l'indexation de documents et qui permet ensuite de faire de la recherche, mais de la recherche sémantique. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur les... Vous vous souvenez des modèles où il fallait faire de la recherche par mots-clés et il fallait imaginer quel était le mot-clé à rechercher. Et donc, ça aide énormément par rapport à ça. Mais je pense que l'enjeu, il est même un cran plus loin. Parce que finalement, aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de données. Et ces LLM, cette IA générative, elle va finalement, si j'ose le dire, permettre de transformer ces données en information. Et en information utilisable par les collaborateurs pour qu'eux-mêmes en tirent de la connaissance. Jérôme. C'est un sujet brûlant chez nous, parce qu'effectivement, une partie de notre ADN, c'est vraiment le traitement de la donnée non structurée. Donc, on a une grande partie de notre offre qui est centrée sur ce type de solution. Effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'investissement pour nos clients, pour paramétrer les outils, pour faire de l'apprentissage sur les documents, c'est quelque chose qui est coûteux. Et effectivement, le LLM permettrait de s'affranchir de cette étape cruciale, puisqu'en fait, par exemple, on pourrait simplement demander au LLM d'extraire un certain nombre d'informations dans le langage naturel qui sont présentes dans le document. Par exemple, vous recevez un avis d'imposition, vous pouvez tout simplement demander au robot, je dis robot, mais bon, c'est LLM, c'est la même chose. Finalement, je souhaite récupérer la référence de l'avis, le montant imposable, le déclarant, et on pourra l'exprimer de manière simple dans un langage commun, accessible au métier. Donc ça, c'est vraiment une vraie révolution qui va permettre un accès beaucoup plus large en fait, à la donnée, où qu'elle soit localisée, dans des bases de données, dans des documents structurés, ou même des PDF, des scans que vous pourrez recevoir, par exemple, par email. Christina, comment est-ce que vous analysez le fait qu'aujourd'hui, on a effectivement des briques, comme avec OpenAI ou avec d'autres, des briques qui existent sur le marché, qui sont utilisables par les entreprises, et on voit qu'il y a un vrai mouvement qui tend à voir les éditeurs proposer de l'IA directement embarquée. Est-ce que pour vous, pareil, même question que tout à l'heure, est-ce que les entreprises vont plutôt se laisser tenter, d'après vous, par des solutions plus ou moins clés en main, ce que vous proposez, est-ce que Amazon aussi, AWS propose en partie, ou est-ce qu'elles vont peut-être essayer de faire des outils développés un peu dans leur coin avec leur propre force? Je pense que c'est un peu comme en ce moment avec l'intelligence AI, on peut dire traditionnelle. Il y a des solutions un peu sur mesure et des solutions qui sont déjà implémentées par Hyperscaler et d'autres gros éditeurs. Donc ça sera pareil. Après, clairement, on voit les mouvements vers l'intégration de l'IA générative à travers tout le portfolio de produits de Microsoft, d'IBM, de Salesforce. Tout le monde se met dedans. On voit aussi que certains éditeurs qui travaillent sur un segment spécifique, par exemple sur l'automatisation des process, commencent aussi à donner des API pour permettre à ces utilisateurs d'utiliser des modèles de l'IA générative. Par exemple, UiPath a décidé de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ils donnent à la fois l'accès à un modèle de AWS, à Google, à Microsoft. D'autres, ils concentrent plutôt sur OpenAI. Il y a plein de stratégies sur le marché. Mais ce qui est sûr que les petits acteurs, c'est désolé pour ce mot petit, c'est juste par rapport à la taille, ils resteront aussi. Parce que les modèles spécifiques, très orientés métiers, seront aussi intéressants. Il y a beaucoup des acteurs français qui sont pour l'IA souveraine. Ils seront toujours intéressés par d'autres solutions.
Comment vous observez ça, vous, Claire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez plutôt des solutions indépendantes? Vous les regardez en tant que LLM? On a eu, donc il y a Cofax à côté, on a eu tout à l'heure Lord Lighton. Stéphane, vous avez parlé d'autres personnes, Ginface, on pourrait parler, il y a encore, je pense à Mistral, voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Est-ce que c'est plutôt ça que vous regardez ou pour demain, pour vos projets d'IA générative, vous l'avez dit, vous avez l'esprit ouvert, vous regardez ce qui se fait chez d'autres et notamment tout ce qui est outils intégrés et qui, sur le papier, est susceptible de vous faire gagner du temps quand même. Ah oui, forcément. En fait, on a une double stratégie. Lorsqu'on parle des données de notre cœur de métier, du traitement de l'eau et des déchets sur lequel on a une vraie valeur ajoutée, on va essayer de déployer nos algorithmes, pas nos large language models, mais en s'appuyant sur des providers cloud qui sont déjà dans la place chez Suez. Ça, c'est certain. Vous partez de ce qui a déjà déployé, pour Oui, c'est pas bien sur à zéro. C'est beaucoup plus simple. je dirais. Par contre, sur tous les métiers fonction support, on appelle ça les métiers le commerce, les achats, les RH, le marketing, on va évidemment vouloir s'appuyer sur des partenaires qui ont déjà orienté l'entraînement des modèles, qui font déjà un entraînement dédié, spécifique dans une spécialité donnée. Donc, on aura la double stratégie, mais évidemment, on va s'appuyer sur ceux qui savent faire et ceux qui se sont spécialisés. Qu'est-ce qui ressort des demandes des clients de vos clients aujourd'hui? Vous parlez avec vos clients, vous l'avez dit, ESN, éditeur. Oui. Qu'est-ce qui ressort finalement lorsque vous entendez un peu des échos? Que veulent les entreprises finales utilisatrices? Par rapport à l'IA Par générative rapport à l'IA ou en générative, général? bien sûr, oui. Tout d'abord, ils veulent un cas précis, plutôt spécifique et orienté métier. On commence, comme Claire disait, par les petits pas. Ils veulent un ROI plutôt garanti, un ROI réel. Et pour ça, il y a plein de mouvements aussi sous-jacents, tout ce qui est la stratégie de l'IA générative, comment elle s'inscrit dans la stratégie data en général. On parle aussi de tout ce qui est l'infrastructure et l'architecture des données, quelles sont de bonnes approches, comment améliorer la qualité des données. On parle beaucoup de tout ce qui est la gouvernance des données, comment mettre en cours de mise en garde de la cybersécurité, à la fois pour protéger les modèles, mais aussi pour protéger les données dans notre base de connaissances qu'on construit. Et aussi, comment utiliser l'IA générative propriétaire, par exemple Microsoft Copilot, pour qu'il ne dévoile pas les données sensibles de notre entreprise. Les données sensibles, en stratégiques. interne ou en externe, parce que ça vaut les deux. Il y a aussi toutes les demandes par rapport à la formation. Comme on n'a pas assez de talent, comment former ses employés pour qu'ils utilisent correctement l'IA générative, pour qu'ils réfléchissent quelles données on prend pour l'argent comptant, quelles données, comment on les traite. Donc voilà, donc ça fait un c'est déjà certain nombre, oui, ça une fait déjà belle un certain palette. nombre de sujets. Et justement, je profite sur la transition que vous m'offrez, Christina, pour poser une question à Jérôme. Pas mal de gens prennent aujourd'hui, et on l'a encore vu dans la presse, beaucoup d'entreprises ont licencié malheureusement des salariés parce que pour eux, l'IA ne complétait pas, elle remplaçait complètement les salariés. Bon, on imagine qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une voie, en tout cas ce qui semble être le cas, une voie médiane avec une IA qui augmente. Comment est-ce qu'on aide des entreprises à dépasser, pour celles qui se disent, voilà, je vais prendre de l'IA pour augmenter mes salariés, comment est-ce qu'on les aide à dépasser les possibilités d'hallucination? Vous en parliez tout à l'heure, Stéphane, mais une IA peut halluciner, donc elle ne va pas donner forcément un chiffre parfait, une tendance parfaite. Comment justement on essaye de composer avec ces, disons, ces imperfections? J'allais dire faiblesse, je cherchais un mot, mais imperfection, je pense que c'est le plus adapté. Oui, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, je pense que tout le monde autour de la table reconnaîtra que les IA ne sont pas parfaites, loin de là, et pas uniquement les LLM. Toutes les IA qu'on a eues jusqu'à présent, y compris pour la reconnaissance de forme, elles ne sont malheureusement pas parfaites, ce qui pose des problèmes, notamment pour la conduite autonome aujourd'hui. C'est vraiment une problématique importante en termes de sécurité. Et donc, en fait, pourquoi elles ne sont pas parfaites? Tout simplement, principalement pour une raison, c'est qu'elles sont basées sur de l'apprentissage. Donc,
si votre apprentissage est de bonne qualité, l'IA va bien fonctionner. S'il est de qualité moindre, elle fonctionnera moins bien, exactement de la même manière que vous éduquez un enfant. Voilà, c'est vraiment assez similaire dans le comportement par rapport à ce qu'on peut trouver chez les humains. L'autre contrainte aussi, c'est de dire que l'apprentissage, c'est quelque chose de coûteux, extrêmement coûteux, qui est sous-estimé souvent au départ, puisqu'on utilise ChatGPT. ChatGPT, ça marche tout seul. Il a déjà sa base d'apprentissage, donc personne n'imagine en fait l'effort qu'il peut y avoir derrière. Donc ça peut effectivement être un frein bloquant. Et le troisième point par rapport à ça, qui est un peu une limitation de l'utilisation des IA, c'est que intrinsèquement, au-delà de la qualité d'apprentissage, si vous faites bien vos devoirs, c'est-à-dire que vous avez investi, vous avez fait l'apprentissage parfait, vous avez vraiment bien bossé par rapport à ça, mais même malgré tout ça, il y aura une part d'imprévisible dans le fonctionnement de l'IA. Vous aurez des faux positifs, vous aurez des hallucinations, comme le dit couramment. Et en fait, il faut composer avec ça. Donc effectivement, le fait d'utiliser ça comme un assistant, ça donne une zone de confort parce qu'on se dit on a un sas, quoi. On a un sas de sécurité. Si jamais ça sort n'importe quoi, on a un utilisateur qui va pouvoir corriger le tir. Mais je pense que en fait, la démarche plus générale, c'est de considérer qu'il y a une gestion de risque associée. Une démarche de gestion de risque qui doit être associée à des IA et voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut tolérer comme erreur. Est-ce que l'IA va être plus fiable qu'un humain ou pas? À ce moment-là, si elle est plus fiable qu'un humain, on ne va pas se poser la question, puisque de toute façon, ça sera beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de questions stratégiques liées au risque qui rejoignent aussi les questions éthiques. Finalement, il y a un gros pavé gestion de risque à considérer dès le départ avant d'entreprendre le déploiement d'une IA, quelle qu'elle soit. Il nous reste quelques minutes. Encore une question pour vous, Jérôme. Comment est-ce que justement vous comptez aider les entreprises à répondre à cette problématique finalement de la déception, en tout cas des imperfections que peuvent avoir les IA et qui sont même quasiment intrinsèques à la technologie, hein? Alors pour l'instant, on se concentre essentiellement sur la mise en place d'assistants, parce qu'effectivement, l'utilisateur augmenté, c'est quelque chose qui est communément admis et qui sécurise globalement beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de hype, donc il va y avoir des déceptions. C'est inévitable. Dans toute adoption technologique, on a une période de hype, on a un creux, et puis après, on a une adoption globale sur le marché. Donc, il va y avoir une petite descente. D'accord ? Donc, on se concentre principalement sur ce type de solution. On va travailler effectivement sur l'utilisateur augmenté métier. Donc, de pouvoir, par exemple, aider le téléconseiller, pouvoir lui proposer des opportunités de vente, pouvoir donner des avis, des analyses, identifier des risques. Donc ça, c'est des choses qu'on prépare, qui vont être prêts dans la plateforme très, très rapidement. Et à côté de ça, aussi, on travaille aussi pour améliorer le travail du citizen developer. Donc, pour l'accès aux données, on en a parlé tout à l'heure, pour simplifier l'accès aux données dans les documents non structurés, mais aussi pour leur simplifier la tâche lorsqu'ils construisent des applicatifs, qu'ils construisent des processus. D'être capable, par exemple, de générer des applications, finalement, en utilisant un prompt, définissant ce qu'on veut, d'avoir des processus métiers autogénérés de manière à accélérer la mise en œuvre. Une toute dernière question pour vous, Stéphane. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'IA générative soit utilisable par tous? On a eu beaucoup d'exemples autour de cette matinale aujourd'hui. Elle est encore aujourd'hui très perçue et davantage perçue comme un objet technologique plus qu'un objet capable de rendre service au métier. Comment est-ce que justement on fait en sorte que ce soit vraiment un outil métier? C'est ce que vous êtes en train de faire chez vous, Claire, au sein de Suez. Mais comment justement on favorise ce mouvement-là et cette acculturation autour de l'IA générative? Oui, c'est important. En fait, on a beaucoup parlé ce matin des risques, des risques, gouvernance, ainsi de suite. Mais moi, j'insisterai. Il y a urgence à ce que toutes les entreprises s'y mettent, démarrent des projets, parce que on est vraiment face à une révolution qui est majeure et qui touche déjà d'ailleurs tous les domaines. Donc, on l'a cité, le premier élément, je pense, c'est la formation des équipes, comme toujours, parce qu'on est face à un nouvel outil. Donc, c'est former à la fois les équipes techniques, mais aussi l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise sur potentiellement les risques, mais surtout les opportunités aussi.
Et bien, je dirais, comme toujours, c'est d'itérer, c'est d'essayer, enfin, vous le faites déjà et nos clients le font déjà, c'est vraiment d'itérer en gardant en tête finalement ces 3 grandes questions. Si j'essaie de les résumer, les préoccupations, c'est 1, la sécurité des données, ça c'est clair. 2, la véracité et l'acuité des réponses, comment je vérifie que c'est bien correct et non toxique. Et 3, les coûts finalement que ça va générer. On reste encore sur une question malheureusement de coûts et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4. Merci. Merci à vous, merci à tous les intervenants, merci à vous de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous le 15 novembre prochain pour parler des API, de la manière dont les API permettent de transformer le système d'information. Excellente journée, à bientôt.